lundi 26 novembre 2018, seconde partie avec Daria Robinson. Merci d'être à nouveau parmi nous. Merci à vous. On va encore parler un peu de cette vie d'épouse d'astronaute et les aventures au fond qu'elle ouvre, les perspectives aussi qu'elle vous a ouvertes. Il y avait le fait que la presse était évidemment très présente. Vous avez régulièrement vécu et côtoyé des caméras. Vous étiez d'ailleurs déjà habitué à ça du temps de l'ESA. Il y a eu un événement aussi assez important, c'est que les astronautes sont partis à bord avec des caméras 3D dans le début des années 2000. Et ça, vous avez suivi un peu ces événements autour de ce tournage. Oui, je crois que si je me rappelle bien, c'était même le premier film. C'était la première fois qu'IMAX. Non, je sais certainement, c'était la première fois qu'IMAX allait dans l'espace. Et donc, vous vous rappelez, c'était des grosses machines. C'était pas des petites caméras comme on s'imagine aujourd'hui. C'était des. Et évidemment, monter quelque chose comme ça, c'est cher et compliqué. Mais ça a été. Alors évidemment, pendant la mission, on les a vus en train de bricoler cette caméra et de se filmer, mais ça a été assez extraordinaire de voir les images ensuite, parce que le montage, les personnes d'IMAX qui ont monté ça, Tony Myers justement, la productrice, la réalisatrice, une personne passionnée qui a su vraiment faire travailler les astronautes sans les gêner, je dirais. Et puis, et aussi faire face à la réalité technique qui était compliquée, parce qu'il fallait pouvoir en plus donner des instructions, les former comme cinéastes. Mais pour moi, ça a été un moment extrêmement fort de pouvoir voir en avant-première, évidemment. Je crois même que ce n'était pas la version finale. À Johnson Space Center à la NASA. On a pu aller voir dans le IMAX qui faisait partie de ce musée à côté de la NASA. On a pu aller voir ça avec l'équipage avant, et évidemment toute l'équipe d'IMAX qui était là. Et vous savez comment c'est, on est dans ces sièges presque verticales, et puis cet immense écran devant. Et puis j'ai vu arriver mon mari dans son scaphandre d'extravéhiculaire. Et en fait, c'était un moment très émotionnant, parce que les sorties extravéhiculaires, les EVAs, comme on les appelle, sont quand même des moments dangereux dans la phase. Si on regarde les niveaux de dangerosité de ce qu'ils sont en train de faire, il y a le décollage, et puis bon, après Columbia, l'accident, on a réalisé qu'il y avait l'atterrissage. Mais en fait, ces sorties dans ces scaphandres, ils sont uniquement protégés par ce petit scaphandre. Donc s'il y a une poussière de peinture qui va à la vitesse en parallèle et qui le rend dedans, ça fait comme comment est-ce qu'on appelle ça, une balle de pistolet. Et donc ça fait un trou dedans, implose immédiatement. Donc c'était vraiment leur système de survie qui était ce scaphandre, extrêmement fragile en apparence. Et pas que en apparence, donc c'était quand même des moments risqués. Et puis aussi, c'était des moments où certains des astronautes ou cosmonautes, quand ils sortent comme ça dans l'espace, c'est un moment très... Il y a eu plusieurs des collègues amis qui ont eu des nausées, qui ont... Je veux dire, c'est vraiment l'impression du vide extrême. Et il ne faut pas regarder en bas quelque part, parce que en bas, la planète, elle est là et ça tourne. Et en même temps, il faut l'outil, c'est la station, et donc ils sont là. Et c'est vraiment, en fait, comme on monte une montagne, il faut rester près de la roche, et puis tout ira très bien à partir du moment où on décolle un peu. Et dans cette mission en particulier, une des scènes qui était filmée, c'était une des expériences scientifiques qui était faite avec le petit sac à dos d'autonomie, le petit pack, le jetpack derrière, comme on voit ensuite dans le film Gravity, qu'ils utilisent comme ça en tournant dans tous les sens. Et ce jetpack les obligeait en fait à prendre une certaine distance je dirais, du cockpit. Alors évidemment, en EVA, en sortie extravéhiculaire, ils sont toujours attachés avec deux tethers, de nouveau comme en alpinisme, deux attrapes
Et puis on en défait un, on en refait l'autre, on n'a jamais libéré complètement. Et même pour cet essai qu'ils ont fait avec ce jetpack, ils étaient attachés, mais avec un tether extrêmement long. Mais bon, c'était un minuscule petit truc par rapport à la distance. Il aurait pu se casser. Et donc c'était toujours des moments un peu excitants, fascinants, et puis quand même un peu tendus, parce que on se réjouit quand c'est fini, quoi. Mais alors, Michael Lopez, est-ce qu'il a été le premier à être sur ce qu'on appelait, on a parlé de piéton de l'espace. Est-ce qu'il est le premier à être véritablement muni de cette... Du jetpack. Du jetpack Non, ce jetpack, il avait utilisé, d'ailleurs on le voit, je crois que c'était Ed White qui était, si je ne me trompe pas, il y a une image très connue où on voit un astronaute tout seul avec un jetpack loin. Mm-hmm. Et donc ça a été la seule fois où il a vraiment été testé. Et il n'a pas été utilisé par la suite. Et d'ailleurs, il n'a pas été utilisé après ça non plus. Après le test de Michael, ce n'était pas non plus utilisé. Mais... Quelle était alors la fonction du test de Michael? Ça a été utilisé et testé pour une question pour l'avoir comme sécurité, en fait. Au cas où quelque chose se passe, on peut en fait se replacer. Mais ce n'est pas une fonction comme on a vu, comme George Clooney dans le film, où il se balade tout autour, etc. Parce que mais il est quand même équipé de moteurs, en fait. Oui, alors c'est pas des moteurs, c'est des sortes de fusées, enfin c'est des compressions d'air, en fait. Donc il y a de l'énergie, c'est action-réaction, et puis ça bouge comme ça. Mais donc on ne peut pas rester autonome très longtemps. Mais c'est là, au cas où, justement, pendant qu'ils sont dehors en train de travailler, ils ont l'opportunité de se raccrocher, de se réavancer, parce que ça arrive. Il y a des moments où ils perdent prise, où ils sont obligés de lâcher prise. Et puis, bon, Michael il a encore le record du plus de nombre de sorties extravéhiculaires de tous, cosmonautes et astronautes. Je suis étonnée qu'ils n'ont pas en fait dépassé ça, mais il a fait le plus de sorties encore aujourd'hui. Lorsque le film en 3D est sorti, est-ce que vous l'avez vu pour la première fois en même temps que votre mari, que Michael Lopez? Oui, on l'a vu ensemble. Alors, quel a été le sentiment, le vôtre et celui de Michael? Alors, l'équipage trouvait ça très cool, très sympa. Et puis pour eux, c'était une vraie aventure de pouvoir, parce que Tom Cruise, qui était la voix derrière, donc pour eux, c'était une vraie aventure. Et puis, il était là aussi avec vous lors non, de la première? pas avec nous les épouses, mais par contre, quand eux, ils les ont rencontrés à une des projections. Mais on a été invités à Los Angeles, chez IMAX, pour je dirais, le lancement. Et pour aussi voir toutes ces caméras, tous ces systèmes de projection assez impressionnants. Et c'est un grand moment, c'est Hollywood quelque part. Et c'était un moment fort, je dirais. Et puis c'est clair que nous, les épouses, on était facilement plus impressionnés par ça, parce que c'était quelque chose qu'on avait... On avait l'impression qu'on arrivait à vivre pour la première fois ce que c'était pour eux. Et donc, je dirais, au niveau personnel, c'était très fort pour nous de pouvoir vivre ce moment dans ces cinémas, hein, parce que j'ai aussi la vidéo encore aujourd'hui. Si on la voit sur nos écrans normaux, c'est pas la même chose. Bien que, quoique, les qualités des écrans aujourd'hui et la taille des écrans aujourd'hui, peut-être ce serait pas loin. Mais d'être là devant ces immenses écrans, et on était en même temps à mi-hauteur de l'écran, j'avais l'impression d'y être. C'était fantastique. Et Michael, comment est-ce qu'il l'a vécu? Est-ce qu'il a eu l'impression de revivre son expérience lorsqu'il a vu le film? Oui, il a trouvé ça fantastique aussi comme expérience. Ils ont beaucoup aimé, et puis ils étaient très fiers de pouvoir participer à ce film. Ouais. Et puis on est devenus très proches aussi avec l'équipe. C'était une belle expérience. Est-ce que on vous a dit qui tenait les caméras, en fait? Est-ce qu'ils se relayaient? Qui filmait? Je crois qu'il y en avait un ou deux qui avaient été formés spécifiquement pour ça.
c'était pas ni Jeff ni Michael, parce que c'était eux qui étaient filmés. Et donc, je ne me rappelle plus exactement qui, mais bon, il y avait aussi ils ont aussi dû être entraînés pour manipuler ça. Oui, c'était effectivement très très impressionnant. On voit d'ailleurs un des vétérans russes dans ce film, Sergueï, Kekaliov. voilà, qui lui a perdu la nationalité soviétique, je crois, Alors, lors d'une de ses missions, sauf erreur. Hein. alors Sergueï, mais ça c'était à l'époque, c'était vraiment à l'époque du passage de l'Union soviétique à la Russie, et lui était sur la station Mir à l'époque. Donc ça c'était même avant que nous, les Européens, commencions à travailler avec la Russie. Et il y avait une sorte de gag qui tournait. Il disait, mais voilà, il est parti soviétique, il ne peut pas rentrer dans son pays parce que son passeport n'est plus valable. Mais Sergueï il y a eu un film qui a été fait par les Britanniques sur lui, ils l'ont appelé The Last Soviet Citizen, qui était un joli film. Mais lui, c'est quelqu'un, et d'ailleurs, c'est toujours une personne remarquable. Il est encore aujourd'hui actif comme responsable du centre de la Cité des Étoiles. Mais moi, je me rappelle à l'époque où on travaillait en début de 93, Sergueï était vraiment le bricoleur qu'on adorait. Parce que sur Mir, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas ou qui n'avaient pas, etc. Et chaque fois qu'il venait chez nous en Europe pour travailler sur un bout de l'entraînement ou préparer une expérience scientifique, avec mes collègues qui étaient responsables des sciences de la vie là-bas, il l'emmenait au magasin Brico Loisirs du coin, et puis il allait acheter des bouts de câbles, des plugs, des machins, et puis qu'il ne trouvait pas en Russie, et en Union soviétique, et puis il ramenait ça là-bas. Et en fait, il amenait ça sur la station. Et donc, il y avait plein de ces petits bouts de machin qu'il avait amenés. Vraiment... Mais ça, c'est une caractéristique, en fait, de beaucoup, si pas tous, les astronautes. C'est vraiment des bricoleurs de première. Et c'est grâce à ça qu'on peut les laisser pendant 6 à 7 mois là-haut avec des problèmes. Il y a tous les jours des problèmes. On espère que ce n'est pas des problèmes graves, mais il y a eu des problèmes. Voilà, les toilettes ne marchent plus. On ne peut pas vivre sans toilette là-bas, donc où le système à oxygène ne fonctionne plus, où où le vaisseau n'a plus où le vaisseau qui devait arriver avec de l'eau n'arrive pas. Alors comment est-ce qu'on va faire, etc. Et les épisodes aussi qu'il y a eu à l'époque sur Mir, quand nous on habitait en Russie, il y avait eu un incendie à bord, et puis il y a aussi eu une poncture de la coque lors d'une autre. C'était en 96 ou. Oui, ça devait être en 96 à peu près. 96, 97. Et voilà, donc non seulement il faut savoir gérer le stress, parce qu'on doit rester opérationnel malgré le problème, mais en plus il faut aller réparer le truc. Donc, et puis, alors évidemment, il y a moyen d'évacuer. Il y a toujours moyen d'évacuer avec le Soyouz ou la navette à l'époque. Donc il y a toujours un moyen d'évacuer et d'être dans les 2 heures sur Terre. Pas avec la navette, un peu plus, mais bon. Donc, mais par contre, si on évacue, comme il y a d'ailleurs eu récemment, si on évacue ou s'il y a une possibilité d'évacuation, ça veut dire que la station reste vide. Et là, on prend un risque de perdre le contrôle de certains instruments ou les expériences scientifiques à bord ne fonctionnent plus, ou les plantes qu'on est en train de faire pousser en ce moment vont mourir, etc. Donc, on veut éviter à tout prix de quitter la station. Et donc, d'ailleurs, ça ne s'est jamais passé, je crois. Hein. On n'a jamais dû la quitter complètement. On n'a jamais dû quitter la station depuis Shepard, qui était là-haut en 2000, la mission de 2000, le début de la construction de la station. Alors, cette station, aujourd'hui, elle est encore toujours alimentée. Est-ce que vous suivez aujourd'hui, vous avez gardé un petit peu le lien avec le monde des astronautes? Alors, les astronautes de la période où moi j'ai soit travaillé avec, mais la période où quand j'ai habité à Houston, alors c'est comme une famille, je veux dire, on est liés à vie quelque part. Et puis, vous gardez contact, vous alors, avec un grand encore nombre d'eux, j'ai gardé contact. Certains, quand ils viennent à Genève, on se voit. Sinon, voilà, on a certains plus proches que d'autres. Aussi pas mal avec des étrangers, enfin les non-américains, les Canadiens ou
ou les Européens. Avec les Russes, quand on se voit, c'est magnifique, mais finalement, c'est toujours été plus difficile de garder le contact simplement pour des questions de langue et d'opportunité. Mais voilà, ça fait partie de ces relations que même si elles n'ont pas été très longues sur la durée, elles ont été très fortes dans ce qu'elles représentent. Et ce qui fait que quand on se retrouve, c'est comme, je veux dire, ça reste très fort. Même si finalement on avait peu de temps ensemble, c'est comme on fait partie d'une famille, d'un groupe qui a vécu quelque chose de très particulier, et puis entre nous on se comprend. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un épisode assez amusant, j'essaie de me rappeler à quelle date c'était, mais quand j'étais rentrée déjà en Europe, j'ai été à Washington pour un projet, et je travaillais sur un projet aussi avec le gouvernement américain, avec le Sénat, d'essayer d'aider les Européens et les Américains à dialoguer plus sur la politique spatiale. Et je me suis retrouvée par hasard au Sénat, voir un ami qui était un advisor pour toutes les questions spatiales et transports. Et puis il me disait, mais viens, parce qu'en fait, il y a Neil Armstrong qui est là, et puis qui fait en fait un plaidoyer au Congrès. Et donc viens, parce que les astronautes, les vieux de la Lune, je dirais, les premiers, il y en avait quand même une bonne demi-douzaine qui restaient, hein, je dirais peut-être un peu plus. Hein. Mais on les voyait dans des rares circonstances, parce qu'évidemment, ils étaient tous un peu partout. Mais par contre, je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Neil Armstrong, c'était, parenthèse de la parenthèse, c'était au décès, aux funérailles de Alan Shepard, donc, qui était un des tout grands, des premiers vétérans. Et on s'est retrouvés parce qu'à Houston, à la NASA, chaque fois qu'un des astronautes décédait, il y avait une cérémonie, mais on plantait un arbre, un chêne. Et donc il y a en fait une petite forêt devant là, qui est maintenant une petite forêt. Et puis voilà, donc il y avait une cérémonie. Et puis je parlais avec Tom Stafford, qui était un autre qui avait été sur la Lune, qu'on connaissait bien parce qu'il était encore assez actif. Et puis bon, Tom, voilà. Et puis je fais un pas en arrière pour une raison ou une autre. Et puis je marche sur le pied de quelqu'un, je me retourne, je dis excusez-moi, puis je me retourne vers Tom. Et puis Tom dit, mais je peux te présenter Neil. Et je me retourne. Et puis évidemment, Neil, on ne le connaissait pas bien de visage. C'était pas quelqu'un de connu, on connaissait son visage de jeune, mais je l'avais jamais vu vieux. Et puis je me retourne vers lui, un peu gênée évidemment. Et puis je lui dis, j'ai marché sur le pied qui a marché sur la Lune. Et donc j'ai dit, waouh, alors ça c'était un grand moment. C'était pas simplement un grand moment de rencontrer Neil Armstrong, mais de marcher sur son pied. Et quelle était sa réaction à lui? Il était très humble, très, très discret comme personne, vraiment très sympathique. Mais pour revenir à l'autre histoire, je me suis retrouvée donc à cet endroit au Sénat. Quelle année? On est en quelle année? Et là, ça devait être... Bon, cette année-là, Sam Shepard, c'était... non, Alan Shepard, je confonds toujours l'astronaute et le comédien. Alan Shepard, c'était l'astronaute. L'astronaute, le premier qui est allé... Voilà. Et Sam Shepard, c'était l'acteur qui l'a joué dans The Right Stuff. C'est pour ça qu'il ne faut pas les confondre. Et alors ça devait être... Oh, je ne me rappelle plus, mais c'était tout au début. Donc ça devait être, j'imagine, en 97, j'ai envie de dire. Parce que c'était à mes tout débuts quand je suis arrivée à Houston. L'épisode dont je parlais après, ça devait être en 2000... peut-être 10. Et je me suis retrouvée avec le premier et le dernier astronaute qui ont marché sur la Lune. Et cet ami qui travaille au Congrès, photographe, il dit une petite photo, etc. Et puis, donc moi j'étais juste visiteur. Donc le moment, je dirais, pour moi qui a été quand même très fort, c'est de me retrouver face à Gene Cernan et Neil Armstrong, le premier et le dernier astronaute sur la Lune, et puis d'avoir un moment photo avec eux, et je dis, mais moi je suis une ex-épouse, donc voilà, et puis mais non, mais moi j'en ai eu plusieurs, tant mieux, tu feras toujours partie de la famille, et je me suis retrouvée entre les deux,
Et c'est vrai qu'on vit avec ces hommes, ça fait partie de la famille, ou ces femmes, et évidemment, on ne va jamais aller faire des photos groupies, et puis on n'y pense pas. Mais celle-ci, j'en étais vraiment fière. Je la comprends, oui. Les épouses d'astronautes, en fait, ont vécu des moments assez difficiles. Et d'ailleurs, il y a un petit groupe, et je crois que vous présidiez un groupe d'épouses d'astronautes, c'est Ouais, ça? alors après l'accident de Challenger en 86, il y a eu un groupe de soutien qui s'est créé autour de ça, pour les familles. Astronaut Spouses Group, comme ils l'ont appelé, qui a ensuite un peu, je dirais, perdu sa raison d'être avec le temps. Et quand moi je suis arrivée à Houston en 96, voilà, ils avaient en fait reformé ce groupe pour aider un peu un mélange pour aider les familles à se connaître un peu mieux, etc. Puis en fait, il y avait, il y avait finalement un besoin de plus en plus clair autour des lancements, surtout. L'émission était courte, hein, en 96, mais les Américains commençaient à travailler sur les vols de plus longue durée. Et puis, donc des vols sur la station Mir, encore à l'époque pour les Américains aussi. Et ça a changé complètement la dynamique familiale, parce que sur les vols navettes, on avait 7 astronautes et 7 époux ou partenaires. Et donc, il y a eu toujours une vraie cohésion entre les familles. Et donc, on n'était jamais seuls. Sur les vols sur Mir, les astronautes américains se sont retrouvés seuls avec 2 cosmonautes. Et donc, tout d'un coup, ce que vivaient les familles était beaucoup plus difficile à gérer. Et donc, il y a eu plus de demandes de soutien. Et puis ensuite, par la suite, quand ils ont commencé à voler plusieurs mois à la fois, 4 mois, je veux dire, Européens, nous on avait fait des missions de 4 mois, les Américains ont continué jusqu'à 6 mois maintenant. De nouveau, il y avait 2 Russes, un Américain, ou 2 Américains, un Russe. Au début, on parlait des équipages de 3 personnes seulement. Et donc, d'abord, on vivait quelque chose de très différent, et puis ensuite, et on était très peu, voire toutes seules, à vivre ce qui était en train de se passer. En plus, les maris étaient en train d'entraîner en Russie la moitié du temps, et donc voilà, donc ça a changé énormément. Et donc on a vraiment poussé pour recréer et donner sens à ce groupe. Moi, j'ai repris la présidence, je pense beaucoup parce que dans mon travail à l'Agence spatiale européenne, j'avais eu l'expérience de négocier avec la NASA, parce que chaque fois qu'on avait un astronaute européen qui volait sur la navette, je négociais avec Johnson Space Center pour qu'on ait accès à SI, pour qu'on puisse faire certaines choses avec l'astronaute quand il était à bord, pour pouvoir les voir à l'entraînement, etc. Donc j'avais l'habitude, et moi je disais, voilà, il faut qu'on pose nos demandes. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est que la NASA engage une personne qui s'occupait on a créé ce qu'ils appelaient un Family Support Office, qui était au sein de la NASA, et qui était dédié aux familles pour nous aider à nous éduquer sur certains projets, sur ce qui se passait, pour avoir plus de transparence par rapport à quels étaient nos soucis, puis aussi en parallèle pour payer toutes les factures de psy qu'on avait besoin, ou de différents types de soutien qu'on pouvait avoir besoin. Parce qu'en fait, ce que typiquement dans la tradition, je dirais, right stuff militaire du spatial de l'époque, en fait, on n'exprimait pas s'il y avait un problème ou s'il y avait un souci émotionnel. Et les épouses devaient juste, tu te la coinces, et puis voilà, tu joues le jeu, et puis voilà, ça c'est les règles du jeu. Et si tu es pas content, tu pars. et en fait, il y a eu une réalisation que les familles, et donc les époux, faisaient autant partie du succès de la mission que l'astronaute. C'est-à-dire que s'il y a une crise à la maison, eh ben, la mission, elle peut collapser tout aussi facilement que si l'astronaute est physiquement malade, parce qu'il y a des tensions émotionnelles, voire, je veux dire, comme si le parent de l'astronaute mourait pendant qu'il était en mission, on fait attention comment on allait le dire, et donc s'il y avait des tensions dans le couple, pour des raisons bêtes des fois, c'était important de ne pas faire semblant que ça n'existait pas. Et donc, j'étais contente qu'on ait pu en fait établir formellement avec la NASA, voilà, il y a un réel besoin, faisons pas semblant que ça n'existe pas, et puis mettons les moyens qu'il faut. Nous, on a écrit le job description, et pour dire voilà ce qu'on a besoin, et puis ensuite on a monté on avait une séance par mois avec toutes les époux-épouses qui voulaient se retrouver.
On a aussi des interactions avec les astronautes pour qu'ils viennent nous expliquer certaines choses, des soucis, etc. Donc c'était vraiment un groupe qui permettait de renforcer, d'apporter des réponses à ceux qui en avaient besoin. Certains n'en avaient pas besoin et d'autres en avaient très besoin. Et ça permettait aussi d'offrir un cadre aux enfants. Celles qui avaient vécu certaines choses avec leurs enfants qui étaient déjà plus grands pouvaient donner des conseils aux autres. Est-ce que Nicolas en a profité de ça? Alors Nicolas, oui, Nicolas avait absolument dans le sens qu'on avait beaucoup d'amis qui avaient des enfants de son âge, et donc ça normalisait sa vie, quelque part. Le fait que voilà, son père était astronaute, finalement, ses copains, leurs parents étaient aussi astronautes. Donc c'était pas... Mais Nicolas a quitté cet environnement, si on peut dire, où Michael a terminé ses vols. Nicolas était encore assez jeune, donc il n'a pas nécessairement pu avoir la phase d'échanger avec d'autres jeunes. Et puis aujourd'hui, j'aime bien l'idée qu'il puisse en fait rencontrer d'autres qui ont vécu la même chose que lui. C'est le cas? Est-ce qu'il rencontre Non, je ne pense pas qu'il a encore eu l'occasion formellement d'avoir des discussions avec d'autres qui ont été dans sa situation. Est-ce que vous, lorsque vous avez quitté le monde spatial, est-ce que ça coïncide avec le moment où vous êtes séparé de Michael Lopez, ou est-ce que c'était au fond deux éléments séparés? Bon, je pense qu'ils étaient forcément liés parce que je veux dire, cette histoire de soutien aux épouses d'astronautes, j'ai mis beaucoup d'énergie et de neurones dans comment est-ce qu'on peut aider ces familles qui sont comme ça, séparées pendant 6 mois, et comment est-ce qu'on peut aider, enlever une partie de la pression, etc. Et puis en fait, quand c'était à mon tour, parce que ça m'est arrivé sans que je m'y attendais, c'est-à-dire que Michael a été nommé pour un vol de 6 mois, monter et descendre avec les systèmes russes, avec le Soyouz. Donc de nouveau, c'était nouveau. Pas pour moi, parce que j'avais vécu ça à travers mon travail avec l'Agence spatiale européenne, donc je savais à quoi m'attendre. Mais la dynamique de familiale changeait énormément, parce qu'ils étaient loin 5 jours, ils étaient à la maison 5 jours. 5 semaines. 5 semaines, 5 semaines. La durée 5 semaines avait été choisie, on disait méchamment, mais je pense que c'était vraiment vrai, pour que les Russes puissent se faire autant d'argent que possible. Parce que l'idée, dans toute cette partenariat avec les Russes, c'était pour s'assurer que les Russes obtiennent aussi quelque chose dans cette équation. Et donc 5 semaines en Russie, 5 semaines à la maison, pendant 2 à 3 ans. Et en fait, cette durée de 5 semaines, pour nous les familles, c'était juste assez long pour que quand ils sont loin, il fallait savoir réparer la voiture, payer les factures, s'occuper de prendre complètement en charge la maison, etc. Mais quand ils revenaient, ils étaient là pendant assez longtemps qu'il fallait en fait leur redonner leur rôle. Et autant quand ils étaient loin, on avait un cercle social qui était particulier, autant quand ils étaient là, il fallait reprendre notre rôle. Et donc ce dynamique n'était pas du tout trivial. Même celles d'entre nous qui étaient fortes à ça, ça a amené beaucoup de stress dans la famille, même dans les couples qui s'entendaient bien. Et donc nous, ça a amené un stress familial, ou plutôt ça a exacerbé là où il y avait déjà des stress, et ce qui fait que, bon, on a très bien su jouer toute cette dynamique, ce qui fait que on a été très proches et des très bons amis, et ce qui nous permet aujourd'hui de rester de très bons amis. Mais en termes de, je dirais, l'intimité familiale, pour nous, ça n'a pas tenu. Et donc, en fait, son dernier vol de 7 mois, ça a été en fait le moment où on dit, voilà, ok, faisons ça ensemble, ou disons, moi, je veux jouer ce jeu jusqu'à la fin pour te permettre de faire... pour jouer mon rôle, pour m'assurer que cette mission soit aussi agréable possible pour toi, parce que j'avais un rôle important que la NASA s'attendait de moi. Mais en même temps, voilà, la relation n'a pas tenu. Est-ce que ça vous donnait envie à ce moment-là de tourner une page, de quitter le spatial au fond, pour découvrir d'autres pages de la vie? Oui et non, parce que
Professionnellement, j'y étais encore parce qu'avec ma boîte que j'avais créée, Space Bridges, j'avais encore des clients dans le spatial. Et quelque part, le spatial que j'avais eu professionnellement et qu'ensuite j'avais développé avec ma boîte de conseil n'était pas du tout le même spatial que le spatial que Michael vivait. Et en plus, pas le même spatial qu'on vivait comme couple. Et en fait, donc vraiment, le spatial, je l'ai vécu de toutes les façons qu'on peut s'imaginer. Des étoiles, l'astronomie, à l'industrie spatiale, à la politique spatiale, à la vie personnelle, au côté psychologique de ce que ça représente. Et donc, finalement, le spatial faisait tellement partie de moi, et je crois que ça fait encore partie de moi. Et ce fera toujours partie de moi. Quelque part, intellectuellement, professionnellement, j'ai ensuite évolué en me disant, OK, ce que j'ai fait dans le domaine du spatial pour pouvoir aider les gouvernements, l'industrie à travailler ensemble et comment comprendre comment ça fonctionne de continent en continent, quels acteurs on doit mettre ensemble. Finalement, j'ai réalisé que dans tous les grands programmes de technologie, science, innovation, la problématique est exactement la même. Comment est-ce qu'on arrive à mettre les bons acteurs ensemble pour vraiment catalyser et transformer les programmes? Et donc, quand je suis revenue en Suisse en 2007, j'ai eu la chance de me retrouver face à un ancien professeur qui avait été pour moi quelqu'un d'extrêmement important en 1987 quand j'ai fait mon travail de vulgarisation sur la supraconductivité. Le professeur Fischer. Professeur Eustein-Fischer, je suis retombée sur lui et qui à ce moment-là, donc 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, était devenu directeur d'un centre de recherche national, donc un NCCR, un de ces centres de recherche qui avait gagné la compétence pour rassembler toute la recherche sur les matériaux en Suisse, et qui était un des centres, les mieux dotés par la Confédération, dont le rôle était de fédérer tout ce qui se passait dans le domaine pour la Suisse. Et le fonctionnement de ces NCCR disait qu'il y avait 3 phases de 4 ans. Si on gagnait la première phase, l'argent était complètement venu de la Confédération. La deuxième phase, il fallait en fait prouver qu'on pouvait intégrer l'industrie, qu'on pouvait intégrer plus de femmes dans la science, plus de sociétés, etc. Et la troisième phase, il fallait prouver qu'on pouvait être complètement indépendant des finances de la Confédération et donc créer quelque chose d'autonome. Et il s'est trouvé face à ces phases en disant, voilà, moi je suis et c'était un vrai visionnaire, un vrai chercheur, un vrai leader, mais en fait, il avait pas en fait la capacité de voir assez de l'extérieur pour pouvoir monter ce scénario. Et donc pour moi, c'était exactement le même genre de réflexion que j'avais fait dans mes projets. Et donc j'ai pu venir l'aider à développer ça. Et c'était extraordinaire. Ça m'a donné l'opportunité d'arriver à Genève avec un projet qui était ancré à Genève pour la Suisse. Donc ça m'a forcé à vraiment m'éduquer rapidement, après avoir été 20 ans loin de la Suisse, rapidement sur comment fonctionne tout le système, je dirais, de recherche de sciences en Suisse. Et puis de vraiment contribuer activement au développement d'un projet, de mettre la science ensemble, de qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour être mieux, pour pouvoir gagner ses sous, pour pouvoir travailler plus avec l'industrie. Donc ça a été vraiment parfaite intégration et retour en Suisse pour moi, un vrai cadeau. Alors, ce projet, comment était-il intitulé, ce projet je dirais, ce projet de développement que vous aviez avec lui Ouais, le centre de recherche à l'origine s'appelait MANEP, pour les matériaux à propriété électronique. Ensuite, la réflexion, c'est on ne pouvait pas en fait se positionner comme étant un centre extraordinaire si on se concentrait que sur la physique des matériaux. Il fallait qu'on regarde la physique globalement à Genève, et on parle de recherche fondamentale, contrairement à ce qui se passe dans les EPF, c'est de la science appliquée. Là, on parlait de recherche fondamentale, donc il fallait englober toute la physique. Il fallait la physique théorique, la physique nucléaire, l'astrophysique, et aussi les mathématiques. Donc en fait, on a commencé à regarder comment est-ce qu'on peut faire un pôle physique, maths, astrophysique. On a débattu longtemps sur un nom, parce qu'il fallait donner un nom à ce nouveau centre. Mais l'exercice était multiple. D'abord, il fallait développer une vision
scientifique, qu'est-ce qu'on pouvait faire différemment. J'ai eu à ce moment-là un partenaire dans ma boîte de conseil, Julien Piton, qui a été génial parce que lui, il a apporté toute la partie gouvernance, finance. Moi, j'ai apporté toute la partie science, stratégie de développement. Et puis, il fallait en fait aller convaincre les politiques, aller convaincre l'université que c'était quelque chose qu'il fallait mettre de l'attention dessus. Ensuite, il fallait convaincre quelques bailleurs de fonds. Et donc, on a passé beaucoup de temps à se positionner pour finalement avoir la Fondation Wilsdorf qui nous dise « Wow, ça c'est un projet qui nous intéresse, on a la parcelle des Vernets ici devant nous, on aimerait avoir quelque chose qui rayonne sur l'éducation, la science, on aime beaucoup ce que vous faites. » Et puis ça nous a ouvert des portes, on a fait des plans architecturaux avec leurs architectes, c'est allé très très loin. Donc d'un côté, on travaillait sur le contenu scientifique, qu'est-ce que nous on peut faire que personne d'autre fait au monde. Et ça, individuellement, les scientifiques n'arrivaient pas à voir. Il fallait les mettre dans des circonstances particulières ensemble et en fait C'était un peu là où j'ai commencé mes premiers concepts de table ronde, c'était comment est-ce qu'on arrive à amener des gens ensemble et les faire think out of the box, penser au-delà de leurs capacités pour arriver à quelque chose de nouveau. Et puis ensuite, il fallait amener les industriels là où il fallait amener le financier là où il fallait, puis il fallait que l'écosystème genevois soit d'accord de soutenir tout ça. C'était pas facile. Quel était finalement le nom de ce centre? Comment est-ce qu'il a été baptisé après? Je crois qu'on l'a appelé Centre de maths, physique, astrophysique. C'était assez banal. On a fini par pas donner un nom, malgré le fait qu'on a engagé une agence de pub à un moment donné pour nous aider à trouver un nom. C'était très difficile de trouver un nom qui allait aligner tout le monde et tous les intérêts. Et donc on s'est dit, bon, on y arrivera quand on y arrivera. Alors, vous avez cité justement cette agence de consulting que vous avez créée et qui a œuvré alors dans ce cadre-là. Vous avez en fait engagé votre société dans ce cadre de recherche? Oui, alors moi j'ai été engagée. Mais vous avez pris avec vous votre société Oui, c'était ma société, c'était une société de conseil que j'ai créée quand j'étais aux États-Unis. Alors peut-être si vous êtes d'accord, on va peut-être revenir sur l'historique de cette société de conseil qui était liée à l'espace, hein, puisque je crois que c'était Space Bridges. Hein. Voilà. Ça, vous l'avez créé en 2001 2001. Alors voilà, où et comment est-ce que ça s'est passé? Alors, j'étais à Houston, je suis arrivée à Houston en 96, passé une année en Russie, revenue en 97. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai passé tout ce temps à l'Agence spatiale européenne, à travailler avec tous ces pays et tous ces projets extraordinaires, la Russie, États-Unis, 15 pays membres de l'ESA, etc. Et puis je me retrouve à Houston, Texas. OK, où est-ce que je commence? J'ai envie d'avoir une certaine activité professionnelle et les collègues de la NASA disent « Ah, mais viens travailler avec nous, tu peux venir travailler dans la com avec nous. » Puis je me disais « Non, c'était très limité pour moi dans un sens parce qu'on parlait d'un pays quelque part. C'était pas ce qui m'intéressait. Alors je me dis « Je vais aller peut-être travailler dans l'environnement. » Donc j'ai cherché un peu. Et puis en fait, beaucoup des amis, collègues de la NASA disaient « Oui, mais écoute, voilà, maintenant nous on veut aller travailler. On veut développer un projet avec les Européens, comment est-ce qu'on devrait s'y prendre, ou là on veut monter un dialogue, on veut faire venir des politiques européens spatiales pour discuter de politique spatiale ici à Houston sur ce truc, tu peux nous aider à réfléchir comment? Puis je me suis dit, mais en fait, voilà, je devrais commencer à faire payer tous ces conseils. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et puis il faut dire une chose, c'est que les États-Unis, c'est un pays où si vous avez une idée, oui, vous pouvez la monter. Ce n'est pas dans notre culture suisse, et peut-être encore moins genevoise, qui est bien calviniste. Si on a une idée, on y va. Et en plus, en tant que femme, j'ai eu je dirais en plus de l'aide, parce qu'on voulait des small women business owners quelque part. Donc il y avait le gouvernement du Texas poussait et aidait les femmes entrepreneurs à développer, surtout dans les domaines de sciences et technologies. Et donc je me suis dit, ok, je vais créer ma petite boîte, ma SARL, que j'ai appelé Space Bridges, parce que voilà, je faisais les ponts entre les continents et entre les domaines. Et donc, j'ai vraiment ce souffle d'entrepreneuriat, il m'a été possible grâce à cette culture américaine.
Et donc j'ai démarré comme ça, et d'avoir en fait cette façade SARL, enfin vraiment une façade formelle d'une compagnie, ça m'a donné en fait, ça m'a donné non seulement une vitrine, mais ça m'a donné aussi plus de poids face au type de projet que j'allais ensuite avoir par la suite. Donc j'ai travaillé, j'avais des projets avec la NASA ou avec des industriels de la NASA, mais aussi les contrats de gouvernement, si on peut dire, ils ne vont pas nous les donner à des individuels. Donc si c'était à Space Bridges, voilà, même si j'étais la CO et la secrétaire et la nettoyeuse tout à la fois, personne n'avait besoin de savoir qui c'est qu'il y avait derrière. Et moi, ça me permettait en fait d'engager et de, je dirais, déléguer. Donc j'ai toujours eu, dans les 15 ans que j'ai eu ma boîte de conseil, j'ai toujours eu des équipes derrière qui faisaient les parties qui n'étaient pas dans mes compétences, que ce soit autant côté communication que côté finance, que côté gouvernance, que côté stratégique, etc. Donc ça, j'ai commencé en 2001, vraiment en faisant des projets assez maîtrisés en termes de temps, de 3 mois, bloc, ce qui me permettait... notre fils avait 1 an et demi à l'époque, donc pour moi, c'était parfait de ne pas être complètement prise. Mais ça m'a donné vraiment quelque chose pour me lancer, et puis que je pouvais faire depuis la maison. Est-ce que Michael voyait d'un bon œil ces projets? Est-ce que pour lui, c'était intéressant de voir son épouse se lancer dans ce genre de société? Ah oui, lui, il était toujours très, comment on dit en français, supportive, soutenant. Mais ce qui était très amusant avec Michael, c'est qu'on venait vraiment de 2 mondes spatiaux qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Et on se retrouvait des fois à parler de choses que finalement on avait... Vraiment, lui, c'était l'aerospace engineer, vraiment l'ingénieur aéronautique, pilote, militaire, ingénieur. Et moi, je venais d'un monde conceptuel de l'espace, de l'astronomie, de la politique spatiale, comment est-ce que vraiment le côté vraiment lobbying politique, le côté comprendre comment sont les acteurs, lui il n'a jamais dû se poser cette question. Et donc on venait vraiment de pôles complètement différents. Et on se complétait très bien, et encore d'ailleurs aujourd'hui, même si je ne suis plus dans le domaine, on s'est très bien complété parce que ça nous a aidé en fait à... Moi j'ai pu l'aider par exemple quand il a fait ses vols. On s'est retrouvés souvent invités en Espagne avec la politique, etc. Comment gérer tout ce côté politique qui évidemment n'intéressait pas particulièrement, mais ça faisait partie de ce qu'il devait faire face. Et ça nous a permis vraiment de profiter de cette expérience, les deux, et puis moi de l'aider, et puis lui de m'aider aussi. Donc on a bien pu... et puis on a fait des projets comme ça occasionnellement ensemble par la suite, même après qu'on se soit divorcés. Ouais, c'était bien, on s'est bien complété. Mais pour répondre à votre question, oui, il m'a toujours soutenu, mais il ne m'a pas toujours bien compris. Parce qu'évidemment, c'était un autre monde pour lui. Et puis encore, il y a peu de temps, il me dit « Ah, mais je comprends pourquoi tu fais ça. » Parce qu'ensuite, lui, quand il a quitté la NASA, il s'est retrouvé lui-même dans une fonction qui ressemblait beaucoup plus à ça, dans le monde du commercial spaceflight, donc du spatial commercial, à représenter les intérêts du spatial vis-à-vis du Congrès, etc. Et donc il a réalisé ce que ça voulait dire de se retrouver de ce côté de l'échiquier, à devoir convaincre les gens, expliquer, vulgariser, mais aussi d'être très attentif à où se trouve l'autre. Pour pouvoir convaincre quelqu'un, il faut comprendre comment pense l'autre. Alors, cette société, Space Bridges, donc vous l'utilisez lorsque vous êtes engagé par le professeur Fischer. Alors, je suis revenue en Suisse et en 2007, le professeur Fischer m'a dit « Ok, moi je veux t'utiliser pour m'aider à ce projet ». Et j'ai créé en 2008 une SARL à Genève qui s'appelait Science Bridges. Parce que je me suis dit, voilà, maintenant je vais passer plus à la science. Je ne peux pas utiliser ma société américaine en Suisse. Et j'ai appris parce que Space Bridges était américaine? Oui, d'accord. Elle existe encore au Texas. Mais Science Bridges, j'avais appris que ça valait la peine d'investir dans une façade, dans une structure, même si en Suisse, ça représentait c'était beaucoup plus lourd d'avoir une SARL en Suisse, parce que aux États-Unis, fiscalement, c'était tout à travers c'était personnel, tandis qu'ici, c'est une entité juridique séparée. Mais de nouveau, ça a été pour moi un bon choix, et ça m'a permis de rester indépendante. Ça m'a permis d'avoir des mandats avec le gouvernement suisse, ça m'a permis d'avoir des mandats
des gros mandats où peut-être la crédibilité en étant juste d'Ariane n'aurait pas passé de la même façon. Et donc j'ai créé le pendant Science Bridges et ça m'a permis d'avoir... voilà, donc mon premier client était cet institut de recherche. Et puis par la suite, j'ai eu des projets avec le CERN, avec un des beaux projets que j'ai eu qui était... ce qui était assez sympathique, c'est qu'en général, les idées venaient de moi et ça me permettait de créer quelque chose qui n'avait jamais été créé. Donc, typiquement, le gouvernement suisse était intéressé à pouvoir avoir plus de relations, je dirais, avec l'Union européenne en termes spatial, parce qu'on n'avait pas accès au mandat de la même façon. Et puis en même temps, il y avait un réel besoin qui n'avait rien à voir entre les Américains et les Européens de comprendre mieux comment les décisions étaient faites d'une façon... La politique spatiale, comment elle se décide. Et les Américains disaient, mais si on comprenait mieux comment les Européens pensaient et faisaient leurs décisions, ça pourrait nous aider à lobbyer certaines causes chez eux et vice-versa. Donc en fait, mais personne n'allait demander à l'autre. Parce qu'évidemment, ça ne se faisait pas. Et donc j'ai dit à l'un, alors qu'est-ce que vous en pensiez si moi je vous amène une poignée d'Européens et puis que vous avez l'opportunité une table ronde, en vase clos, de parler de choses vraiment importantes là-dessus, et puis la même chose de l'autre côté. Et puis en fait, on a monté une opération à l'ambassade de Suisse à Washington avec une table ronde mélange Europe-Amérique, en amenant un mélange très particulier de gens pour parler de la problématique ou des questions clés autour de comment est-ce qu'on peut débloquer certaines choses autour de la politique spatiale. Et tout ça, ça a été porté par notre ministre de l'Innovation et de la Recherche et de l'Éducation, Dall'Ambrogio, qui était en fait le représentant suprême de l'Office spatial suisse. Donc c'était un mandat que j'ai eu avec l'Office spatial suisse. Et c'était des beaux projets. Parce que de nouveau, comme professeur Fischer avait été pour le premier projet, Daniel Neuenschwander, qui était le directeur de l'Agence spatiale suisse, si on peut l'appeler comme ça à l'époque, c'était vraiment un visionnaire, un vrai leader qui voyait comment et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc j'ai vraiment eu toujours de la chance de travailler avec des vrais leaders, des vrais visionnaires, parce que quand on veut faire quelque chose, quand on veut vraiment faire quelque chose de transformateur, qui va faire une différence dans le monde, c'est ceux-là qui gagnent. Et avec le CERN, qu'est-ce que vous avez fait en particulier? Alors le CERN, ce sont aussi... Bon, j'ai fait plusieurs différents types de projets. Ils ont essayé aussi de se positionner pour un de ces centres de recherche. On les a aidés à faire ça. Se positionner, c'est-à-dire? Parce que c'est de la compétition. Quand on veut se placer pour recevoir un mandat national pour être un centre de compétences pour la recherche nationale, il faut se vendre, quoi. En fait, c'est un pitch, un document, et il faut en fait avoir fait un peu la recherche de se dire, voilà, qu'est-ce que nous on peut faire qui va permettre de remplir l'agenda avec l'industrie, avec la société civile. Donc toute la partie qui n'était pas recherche, parce que les chercheurs savaient ce qu'ils pouvaient faire au niveau de la recherche, mais le packaging, qui était en fait une partie de l'attente de la Confédération pour pouvoir donner des fonds, forçait de regarder le reste aussi. Et ça, c'était la partie qui n'était pas toujours dans les cordes, ou en tout cas la façon de le présenter qui n'était pas nécessairement dans les cordes des chercheurs. Ils m'ont aussi demandé les TEDx du CERN, d'ailleurs le dernier vient d'avoir lieu, de les aider à être un peu leur conseiller externe, voilà, quel sujet, comment est-ce qu'on devrait traiter certains sujets, donc d'être le regard extérieur, de dire voilà, nous on veut montrer au monde à travers nos TEDx ce que nous faisons, c'est important pour la société. Et moi, je représentais en fait un peu le regard extérieur en disant oui, mais enfin, à qui est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous essayez? Qui est-ce que vous essayez de convaincre? Est-ce que vous savez ce qui est dans leur agenda? Parce que pour convaincre quelqu'un, il faut comprendre quel est leur agenda. Et c'est pas une question de... C'est même pas de les convaincre, c'est juste de les sensibiliser. Donc, j'apportais un peu ce regard extérieur pour les aider en fait à monter un programme. Et puis, encore aujourd'hui, ils ont
Ils ont une antenne qui a été créée par une personne que j'adore, Marcus Nordberg au CERN, qui s'appelle Idea Square. En fait, c'est une sorte de labo d'innovation où ils invitent des écoles ou des master students qui ne sont pas ingénieurs, qui sont donc dans d'autres domaines. Ils les amènent dans un système assez intense où on les pousse à réfléchir out of the box, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vraiment innover, comment est-ce qu'on peut pousser la pensée à être autrement. Et ce qui est important, il faut savoir sortir de son système pour pouvoir amener plus. Et Marcus m'a souvent demandé d'être là, et encore récemment, j'ai été juge avec lui pour commencer à pousser les gens en dehors de leur zone de confort. Donc un peu le côté coaching, enseignant, juge autour de ça. Bon, et puis il y a aussi eu un événement avec le CERN à l'occasion de l'instrument AMS qui avait été développé au CERN, qui était un gros détecteur d'antimatière qui a été envoyé lors du dernier vol de la station spatiale, de la navette spatiale qui est à bord de la station. Et là, donc l'équipage d'astronautes est venu en Suisse, mais en particulier, j'avais proposé au CERN et aux différents acteurs suisses d'amener un groupe de gens voir le dernier lancement de la navette qui a amené AMS à bord. C'était une bonne opportunité pour de nouveau sensibiliser quelques acteurs importants de ce que ça voulait dire d'investir dans la recherche et puis de faire voir les autres côtés. Donc j'avais un petit groupe une dizaine de personnes, dont professeur Fischer de nouveau et quelques personnes politiques de la région pour vivre ce moment. Alors, le professeur Fischer est décédé. Vous travailliez avec lui au moment où ça s'est passé? Vous aviez déjà arrêté? On était en fait... on touchait pas à la fin, mais on touchait à un moment de charnière dans le projet. On est vers 2012 à peu près? Oui, j'ai de la peine à me rappeler. Ça devait être ça. Mm-hmm. Et donc ce projet, pour nous, on était juste à une phase, on avait terminé le mandat en particulier, et puis la question c'est quelle était la prochaine phase. Donc on était sur le point de commencer des discussions sur une prochaine phase. Et c'était après les vacances de Noël, et on avait notre rendez-vous début janvier, si je me rappelle bien. Et on était sur le point d'aller le retrouver, et puis on a reçu un coup de fil de son député qui nous a dit, voilà, il a eu une embolie, et il est dans le coma, et il a eu ce qu'on appelle un locked-in syndrome, en fait. Il était là sans être là, en fait. Et puis, on l'a perdu, en fait. Il a été comme ça pendant des mois. Et le projet a essayé de continuer. Il est pas... Le projet en soi, il a manqué de son fuel sans lui. Il y a heureusement des éléments qui sont restés, qui sont encore dans les mains des scientifiques, des chercheurs sur place, dont en particulier un pôle Sciencescope, vraiment pour le grand public, un pôle qui était très important autour du transfert de technologie avec l'industrie. Donc ça, ils ont réussi à ancrer ça. Mais l'ensemble du centre de recherche, comme on l'avait imaginé, etc., ça n'a pas pu se matérialiser comme on l'avait voulu. C'était tout un concours de circonstances, mais on voit vraiment que c'est l'énergie, c'est vraiment les hommes et les femmes qui font la chose. Heureusement, d'ailleurs, c'est plutôt rassurant de penser que c'est des humains et pas encore des automatismes numériques. Alors, après ça, quelles sont vos options et qu'est-ce que vous décidez de faire juste après cette collaboration avec le professeur Fischer? Bon, alors j'ai continué entre 2008 et 2014 à peu près, avec différents projets scientifiques. Il y avait un très beau projet de recherche sous-marine aussi. À un moment donné, je me suis dit, oui, ça c'est la science, pourquoi pas? Ça permettait d'évoluer. Et puis, en 2014, je me suis dit vraiment, j'ai envie de pouvoir faire quelque chose dans le durable. Et j'ai eu de la chance, en 2015, d'être invitée pendant 8 mois à travailler avec une ONG dans le développement durable, le World Business Council for Sustainable Development, WBCSD.
qui est une grosse ONG, enfin grosse, une soixantaine de personnes, mais qui travaille avec 200 des plus grandes compagnies dans le monde, privées. Donc, qui travaille avec les Nestlé, les Toyota, les Kellogg's, enfin bon, vraiment les Lafarge, etc., pour les aider à devenir durables. Et certains sont très avancés. Donc, le chairman était Paul Polman de Unilever, à l'époque où j'y étais. Et vraiment avec des leaders de nouveau visionnaires dans ce qu'est le durable. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut... quel est le rôle du secteur privé à aider que la planète soit meilleure pour l'environnement et pour le côté social aussi. Et en fait, le secteur privé a un immense rôle à jouer là autour. Certaines compagnies le savent et le font, et d'autres le savent mais ne savent pas comment le faire, et d'autres le savent pas, et puis ils arrivent un peu malgré eux parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le choix. Et donc, en fait, c'était une question de comment développer des programmes autour de ça. Moi, j'ai eu un rôle qui m'allait bien parce que quelque part... ils avaient l'habitude de travailler avec le secteur privé, mais pas avec les autres acteurs. Donc le secteur privé, dans ce grand système de vouloir aider le monde, va forcément travailler avec des acteurs non privés, que ce soit des organisations internationales, des ONG, d'autres, que ce soit le WWF, la Banque mondiale, que ce soit l'ONU, ou que ce soit la philanthropie. Et donc, de nouveau, c'était une question de, voilà, si on veut travailler sur des grands projets transformateurs, il faut savoir amener quels acteurs, quand, où, comment. Et ça, c'était la partie qui leur manquait. Ils le faisaient, mais un peu ad hoc, sans avoir vraiment réfléchi à un peu la stratégie derrière et pourquoi. Et on dépensait beaucoup d'énergie à travailler avec beaucoup de gens, sans nécessairement avoir réfléchi pourquoi et comment. Et donc, ils m'ont demandé de rester. J'étais là presque 3 ans. Et ça a été une très bonne façon, en fait, de comprendre tout ce monde du durable, qui est finalement tout. Donc, le terme sustainability, durable aujourd'hui, c'est ce que nous faisons tous les jours. En tout cas, ceux d'entre nous qui sont conscients de vouloir faire une différence. Ça s'applique à la culture aussi bien qu'à la science d'ailleurs. Ça s'applique à tout. C'est vraiment une façon de penser. Et puis aujourd'hui, on l'intègre autant qu'on peut dans notre quotidien, que ce soit d'être humain ou que ce soit de ne pas jeter du papier par terre. Et ça m'a aussi beaucoup appris ou permis de comprendre comment travaille le secteur privé. Et je suis convaincue, j'ai été depuis 2013, je suis encore sur le conseil de fondation d'une fondation philanthropique à Genève, la fondation Wright. Donc j'ai bien compris comment, côté philanthropique, le rôle qu'on peut jouer pour faire une différence dans ce monde. C'est-à-dire que l'argent philanthropique nous permet de faire des choses que les autres ne peuvent pas. Et parce qu'on n'a pas d'agenda financier derrière, on n'a pas d'agenda politique derrière, on n'a pas besoin d'un retour financier. Donc, en fait, on a vraiment la liberté d'aider là où les autres ne peuvent pas nécessairement aider. Et en fait, j'ai vu que le secteur privé a vraiment aussi un rôle extrêmement fort à pousser l'agenda, parce que finalement, c'est eux qui font tourner l'économie. Donc, si le mindset, si la mentalité du secteur privé va dans la bonne direction de faire du bien, la puissance est extrême. Donc ça valait vraiment la peine de savoir comment travailler avec eux. Et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup à vraiment savoir aussi parler leur langage. Et au niveau des leaders de ces compagnies, d'avoir compris comment ils pensent et qu'ils fonctionnent suffisamment pour pouvoir les amener à la table. Où est le siège de cette ONG ? À Genève. C'est une ONG suisse, la Fondation suisse ? C'est une ONG suisse, qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, qui a commencé vraiment pour aider le secteur privé à comprendre et à se positionner dans le durable. Donc c'était vraiment à l'époque beaucoup plus... Ouais, ça a beaucoup évolué pendant des années, il y avait beaucoup de gens. Alors, est-ce que ce type d'ONG a une idéologie sur le plan politique, par exemple, puisqu'on sait que depuis un siècle et demi à peu près, en tout cas, il y a une tension presque continue entre la volonté du secteur privé et la volonté du secteur, enfin, ou plus exactement tendre en direction du secteur privé ou tendre en direction du secteur public. Est-ce que ces ONG ont des préférences ou est-ce qu'elles sont neutres par rapport à ça? Celle-là en particulier. Est-ce que vous la considérez comme neutre ou défendresse du secteur privé, qui est quand même un parti pris politique? Oui, alors, je pense que elle ne prend pas position politique, mais surtout parce que l'idée, c'est de pouvoir travailler avec tous les pays.
les compagnies chinoises, qui sont, quand on regarde les compagnies chinoises qui font partie qui sont membres, les compagnies privées chinoises ne sont pas privées, c'est des sociétés, mais elles appartiennent à l'État. Donc en fait, c'est important d'être ouvert et de regarder le système privé, le secteur privé comme étant la solution, quelle que soit en fait de là où ça. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est pas un endroit c'est pas une ONG pour permettre à ces compagnies de venir, comme on dit en anglais, greenwash, hein, pour se rendre plus vert pour une question d'image. Vraiment, personne n'a le droit de faire partie de ce club à moins qu'ils ne montrent pas qu'ils sont réellement en train de contribuer à faire une différence. Donc, ils sont devenus, avec les années et la notoriété, sélectifs. C'est-à-dire que quand Volkswagen a eu son scandale, notre CEO a appelé le CEO de Volkswagen et a dit je suis désolé, mais on veut vous aider à faire du bien, mais pour une question de crédibilité de l'ONG, il faut que on vous mette sur l'étagère pour le moment jusqu'à que vous nous montrez que vous êtes digne de revenir dans le club. Et ça, c'était... Donc il y a une conviction de la part des membres de cette ONG profonde. Parce qu'il y a aussi l'opportunisme, hein, le fait, comme vous le disiez un peu plus tôt, des sociétés qui se disent maintenant, on n'a pas le choix. Pour nos consommateurs, pour nos clients, on doit avoir une image propre, une image verte, puisqu'il y a aujourd'hui une image à la mode aussi, et donc qui commercialement doit se vendre aussi. Oui, alors dans les 200 membres, il y a vraiment un mélange. Finalement, ceux qui sont vraiment en avant et vraiment qui excellent qui ont réussi à intégrer complètement la durabilité dans leur agenda sans avoir 2 personnes qui s'occupent de ça dans la boîte, il y en a peu, hein. Donc finalement, on a encore un grand chemin à faire avant que le secteur privé... Et puis 200 compagnies, c'est pas assez. Donc il faut qu'on en ait 2000 ou 20 000. Donc, donc l'avantage en prenant les grosses compagnies, c'est que chaque compagnie a dans la chaîne plein d'autres compagnies qui participent. Donc l'idée, c'est que chaque compagnie soit en fait... répercutent, je dirais, cette durabilité à travers toute leur chaîne. L'importance aussi qui fait, je pense, la particularité de cette ONG, c'est que, on le disait toujours, c'est vraiment les membres, les compagnies, mais c'est vraiment aussi les CEO de ces compagnies, ou en tout cas au plus haut niveau de la compagnie, doivent prendre un engagement sur ce truc-là. Parce qu'on a réalisé que que ce n'est pas suffisant qu'on ait 1 ou 2 personnes dans la compagnie, dans un département de durabilité, qui disent qu'il faut faire quelque chose, si la tête de la compagnie ou le conseil d'administration n'a pas compris que ça fait partie de l'agenda et que toute la compagnie doit comprendre comment opérer en termes de environmental, social and governance, hein, ça ne va jamais changer la compagnie. Donc il faut fondamentalement changer la culture de la compagnie. Et pour ça, il faut les leaders de nouveau. Là, vous avez travaillé à peu près 3 ans dans cette ONG. Et puis alors, est-ce que vous en avez fait le tour ou qu'est-ce qui vous a poussé à aller ailleurs après? Pour moi, ça a été une parfaite expérience de pouvoir vraiment me baigner dans le durable, de comprendre ce que ça voulait dire. Mais évidemment, le côté science me manquait quelque part. Et puis, j'avais envie de... Bon, j'avais un peu terminé ma première boucle de ce que je pouvais y faire. On aurait peut-être pu continuer si on avait les ressources pour le faire. Mais pour moi, en fait, c'était une bonne étape pour me dire, OK, maintenant, je passe à quoi? Et de retrouver quelque chose qui me correspondait plus. Par contre, ça m'a convaincue que je voulais continuer à faire quelque chose pour aider, je dirais. Tout mon monde du spatial et de la science avant, c'était pour aider ces grands projets, d'aller sur Mars, de développer un nouveau centre, etc. Quelque part, c'est une autre réalité. C'est très important, peut-être, mais c'est une autre réalité. Et d'avoir été exposée à ce monde du durable m'a vraiment fait voir à quel point il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire rien que à côté de chez nous, des choses vraiment simples. Et puis c'est comme ça que par hasard, je suis tombée sur Antenna, en fait.
Alors comment ça s'est passé, ce hasard, justement? Et ben, je suis tombée sur une annonce qui cherchait un directeur pour cette fondation Antenna. Euh, En fait, la seule chose que j'ai vraiment vue, c'était incubateur de solutions scientifiques et technologiques pour les plus démunis. Et je me suis dit, en fait, là, je peux faire une différence. Parce que j'avais vécu ces mondes. Euh, alors évidemment, Antenna travaille sur une vingtaine de pays en Afrique, en Asie, etc. J'avais pas vécu comme beaucoup de mes collègues là, sur le terrain, etc. Mais je comprenais ce que ça voulait dire et j'avais assez vécu dans des circonstances autres que nos bons mondes riches pour savoir où sont les priorités. Et je pense que ce qui m'a particulièrement attirée aussi, et je dois dire, ça a été de rencontrer à travers ma recherche sur la fondation, rapide, parce qu'évidemment, je n'avais pas eu beaucoup de temps, je crois que j'ai eu 24 heures pour répondre à l'annonce, de rencontrer Denis van der Weyden, le fondateur, à travers ses interviews, à travers ses articles, et de nouveau de me retrouver face à un de ces leaders visionnaires. Et je me suis dit, voilà, ça c'est quelqu'un, ce serait un honneur de pouvoir reprendre le flambeau et de porter sa mission à la prochaine étape. À quel moment est-ce que vous avez découvert cet article? C'est quand? C'est en avril cette année. En avril 2018. 18, ouais. Et donc, là, vous avez répondu à cette annonce très vite ou comment est-ce que... Oui, j'avais, je crois, 24 heures. Je l'ai d'ailleurs envoyé 24 heures trop tard. Mais ce qui était amusant, c'est que j'ai commencé à écrire ma lettre de motivation parce que l'annonce disait répondre à la direction. Donc j'ai écrit messieurs, mesdames de la direction. Et puis après, j'ai commencé à regarder. Puis j'ai vu que la direction, c'était Denis, en fait. Et puis, donc, j'ai commencé à creuser qui était Denis. Et, Vous aviez entendu parler de lui? J'avais entendu parler de lui à travers des très bons amis, en fait, il y a pas mal d'années. Comme Monsieur Spiruline, parce que c'était vraiment son premier dada. Et qu'il admire et qu'il l'aime beaucoup. Donc, j'avais que je dirais, des bons échos. Et j'ai aussi entendu parler de lui ensuite rapidement par la suite par d'autres personnes ça m'a aidé un peu de me donner une idée du profil de la personne. Mais donc en fait, voilà, j'ai écrit ma lettre à Denis, tout simplement. Et puis voilà, j'ai reçu un coup de fil le lendemain en me disant est-ce que vous voulez venir rencontrer Monsieur van der Weyden. Et ce que j'ai trouvé assez remarquable, c'est que je suis arrivée. Denis attendait avec quelqu'un d'autre dans son bureau et la personne qui m'a reçue m'a fait faire le tour du bureau et dire bonjour à tout le monde, donc tout le staff. Et bonjour, voilà, ça c'est Daria qui vient interviewer pour le poste de Denis. Et je me suis dit, disons, je suis une parmi d'autres candidates. Et puis, il faut quand même cet exercice que tout le monde rencontre tous les candidats. Et j'ai ensuite vite compris à travers Denis qu'en fait, le staff allait choisir, en fait. Et que c'était très important que eux soient confortables avec la personne qui allait venir, parce qu'en fait, c'était eux qui faisaient Antenna. Et donc, les autres candidats ont dû faire la même chose. Ont fait la même chose. Voilà. Et bon, finalement, j'ai été sélectionnée pour rencontrer le conseil d'administration. Et et ensuite, après le conseil d'administration, le même jour, le staff est arrivé, tous avec mon CV en main, et ils m'ont fait un interview aussi. Donc c'était assez... Combien de temps à peu près après votre lettre? Tout ça s'est passé sur une période de combien de temps? Oui, ça c'était mi-avril, et puis ensuite début mai. Puis j'ai vu Denis 2 fois, je crois, 2-3 fois avant l'interview avec le board qui a eu lieu. Alors, racontez-moi un peu la première impression qu'il vous a faite. La première fois que vous avez été face à lui. Alors, c'est un personnage pour plein de raisons. D'abord parce que, je veux dire qu'il a 83 ans, c'est une personne, quand on le voit, on se dit, mon Dieu, c'est quand même fabuleux.
Et il est tellement riche, il est tellement plein d'histoires, il est charmant en même temps, et puis il est très fort et très dur quand il veut l'être. Mais moi je l'admire pour ce qu'il a fait, hein, comme beaucoup d'entre nous, mais aussi par la capacité encore aujourd'hui de mener son bateau. Je veux dire, il a su créer ce Antenna de rien, par conviction, par passion, par intelligence. Et il a su convaincre les gens de le soutenir, de venir travailler avec lui, de lui donner de l'argent. Et puis je crois qu'il a vraiment compris. Il n'y a rien à dire, il a compris comment ça marche. Il a ses années d'expérience et je pense il a toujours su comment ça marche. Il a très bien compris qu'il faut laisser les choses venir du terrain, il faut laisser le besoin être identifié à la base, c'est vraiment le bottom-up, et autant avec les équipes, il faut les laisser venir avec... c'est pas à nous d'amener propositions ou des solutions ou de dire aux gens quoi faire, il faut les laisser s'auto-développer, s'auto-convaincre, et grandir vraiment comme l'herbe petit à petit. Et puis donc il a planté toutes ses fleurs avec son chemin de vie et voilà, maintenant il a un jardin de fleurs absolument extraordinaire. Et puis moi j'ai la chance de pouvoir commencer à aller cueillir les bouquets et puis en faire des petits trucs. Et puis en fait il faut le nourrir et maintenant il faut l'organiser, il faut voir ce qui fonctionne pas. Et puis bon, là, il faut mettre un peu de désherbant là et puis un peu plus d'eau par ici. Et puis il faut qu'il y ait une cohérence et en même temps il faut surtout pas changer ce jardin parce que quelque part c'est ça qui fait la beauté d'Antenna. C'est qu'en fait c'est vraiment quelque chose de riche, fait d'une multitude de choses et de personnalités. Et alors on va peut-être justement parler de quelques éléments de ce jardin, un peu plus précisément ou plus concrètement. Mais vous qui avez l'habitude de négocier, de faire voir les deux aspects, vous qui créez des ponts, hein, Space Bridge n'est qu'un exemple, comment est-ce que vous ressentez à l'idée de travailler avec quelqu'un qui, lui, a rué dans les brancards, et je pense évidemment au célèbre exemple de Nestlé tue les bébés, où là il ne s'agissait pas de négocier quoi que ce soit, mais de dénoncer ce qui, aux yeux de Denis van der Weyden, était un drame et un scandale. Le lait le lait en poudre vendu, comme on le sait, dans des pays pauvres, en lieu et place d'ailleurs de l'allaitement. Alors voilà, cet exemple-là, qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il a aussi laissé des traces, Denis van der Weyden, et des traces parfois ressenties très négativement, comme le font des gens de son envergure. Mais je pense qu'on n'a rien sans rien. Je pense que, quelque part, je suis ravie qu'il ait fait cette partie, parce que c'est pas moi, mais en même temps, on ne serait jamais arrivé là où on est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ça. Je pense que il a été la personne pour permettre ce changement, parce qu'il avait cette personnalité, cette force, cette violence, des fois, si on peut dire, dans ses arguments. Et je pense qu'à l'époque, il a fallu ça pour arriver à mettre justement les choses au clair, à provoquer des réactions et à engager des gens dans l'action. Aujourd'hui, on est dans une autre époque. Maintenant, tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose. Grâce à des gens comme Denis, grâce à ses, je dirais, ses compatriotes ou d'autres qui ont, de son époque, qui se sont battus vraiment comme des fous pour ça. Mais est-ce que vous-même, vous êtes prête à ruer dans les brancards, ou est-ce que vous pensez que vous allez choisir d'autres méthodes? Non, je pense qu'il faut être ferme, il faut être clair par rapport à où on est, qui on est, comment on opère, mais je pense qu'on n'a pas besoin de le faire comme ça. Et j'ai pas peur de le faire si c'est justifié. Mais j'ai pas du tout la même personnalité que Denis, et j'ai pas l'intention de prendre les méthodes de Denis non plus. Et je pense que Denis en me choisissant, parce que c'est comme ça qui s'est passé, a aussi compris que c'était le moment de passer à autre chose.
On vit maintenant dans un monde où il ne faut pas convaincre les gens en tapant sur la table, mais en les amenant autour de la table pour construire quelque chose ensemble. Et quelque part, c'est génial que Denis soit encore là pour pouvoir passer ces quelques années, j'espère, pour nous aider à en fait faire ce duo où on peut, là où c'est nécessaire, vraiment faire, comme on dit en anglais, the good cop et the bad cop, vraiment avoir ces deux forces de dire, ok, maintenant ça va pas, point sur la table, et puis maintenant c'est pas comme ça qu'on va arriver avec quelque chose, unissons, parlons autrement, etc. Et donc, évidemment, on voit pas toujours les choses de la même façon, et puis je pense on a tous les deux l'intelligence de savoir écouter l'autre, et puis d'apprendre de l'autre. J'ai mes années d'expérience et j'ai pas besoin d'être, je veux dire, j'ai mes opinions et pourtant je suis ouverte aussi à évoluer et à voir les choses différemment. Et je crois qu'il l'est malgré ses 83 ans. Donc, oui, c'est pas nécessairement facile toujours parce qu'en effet, on a des visions des choses très différentes, mais en même temps, je pense que c'est ça qui va faire notre force. Alors, lui-même, vous le disiez tout à l'heure, a confié le choix du directeur ou de la directrice à son équipe. Est-ce qu'à votre avis, ce sont eux qui ont décidé ou est-ce que le poids de Denis van der Weyden a pesé beaucoup dans cette balance du choix? Oui, c'est bien sûr, c'est Denis qui a choisi. C'est Denis qui a choisi, mais si l'équipe était retournée vers lui en lui disant « Ah non, non, on ne la sent pas du tout », il aurait certainement pris ça en compte, absolument. Mm-hmm. Alors, parlez peut-être de Antenna, tel que vous le percevez, quelles sont les motivations essentielles et quel est le programme en cours? Alors, c'est une fondation de droit suisse. Moi, j'aime bien l'appeler une ONG parce que c'est plus compréhensible, mais vraiment, elle a la particularité de pouvoir aussi avoir des sociétés privées qui dégagent de la fondation. Donc, je dis ça parce que c'est un modèle assez particulier. Donc, oui, on dépend de fonds philanthropiques, mais on a 2 spin-offs privés qui... on dit souvent que les ONG qui vont avoir le plus de succès sont celles qui ont trouvé un moyen de se financer d'une façon durable. Et ce modèle-là que Denis a réussi à mettre en place, à imaginer, va permettre, ultimement, on espère dans les quelques années qui viennent, permettre le financement de base de l'organisation. Et ça veut dire qu'on doit en fait aller trouver maintenant du soutien pour les projets et pas nécessairement pour les salaires, tout simplement. Et ça, on n'est pas là à devoir faire la manche pour pouvoir faire tourner nos projets. Ce qui veut dire que le modèle qu'on a particulier, donc Antenna, c'est vraiment un incubateur de solutions technologiques et médicales autour pour les plus démunis, avec la particularité, le modèle de développement, de fonctionnement, c'est qu'on va identifier les besoins, on va dire, OK, qu'est-ce qu'il y a comme solution, qu'est-ce qui existe autour de la nutrition, de l'énergie, de l'agroécologie, des médecines ou de l'eau et de l'hygiène, quels sont les besoins? OK, identifions la technologie pour répondre à ce besoin, l'eau potable par exemple, et est-ce que la technologie existe? Non, elle n'existe pas, alors essayons de le bricoler nous-mêmes. Oui, elle existe, ce qui est vraiment le cas de nos jours, parce que vraiment, toutes les écoles d'ingénieurs ou les startups à droite et à gauche ont déjà pensé à beaucoup de choses. OK, regardons ça. Est-ce qu'elle est adaptée au terrain? Donc la deuxième phase, c'est on fait des projets pilotes sur le terrain. Est-ce qu'elle est fonctionnelle technologiquement, techniquement, robuste, simple, pas chère? Est-ce qu'elle est acceptée socialement? Est-ce que la culture locale va en fait l'utiliser ou le mettre derrière le garage? Et puis finalement, le troisième critère essentiel, c'est est-ce qu'elle est économiquement viable? C'est-à-dire que est-ce que si nous on part, les gens vont continuer à pouvoir l'utiliser ou la développer, etc. Donc la troisième phase de ce cycle, c'est vraiment de s'assurer qu'elle soit ancrée, la solution, et qu'on trouve une façon qu'elle reste après notre départ. C'est-à-dire avec
les projets de spiruline que Denis a lancés au départ, c'est pas de donner. La spiruline est une algue qui est très riche en multinutriments et qui permet de répondre à des besoins de nutrition, des carences en nutrition de base. Elle n'est pas chère, elle est simple à produire. Donc Denis a développé des fermes de spiruline, comment faire pousser cette spiruline dans des bassins et ensuite amener cette production dans les pays en disant voilà, maintenant vous savez la faire, on vous apprend, on vous aide à monter la ferme, on vous apprend à la cultiver, vous répondez avec ça à vos besoins de nutrition, puis ensuite vous pouvez vendre le reste et ça vous permet de garder, je dirais, le savoir-faire, mais aussi de continuer à vous nourrir. C'est tout le concept d'apprendre à pêcher au lieu d'amener du poisson, tout simplement. Et puis ça a été, ça c'est le mode, je dirais, de l'ensemble des projets. C'est-à-dire qu'ultimement, si on va amener des solutions autour de l'énergie, de l'électricité, de la lumière, par exemple, dans certaines zones où en fait la lune c'est la seule lumière de la nuit, et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas ni charger leur téléphone ou ni faire les devoirs. Alors on se dit ok, il y a plein de solutions de lampes solaires qui existent aujourd'hui, mais laquelle va réellement fonctionner sur ces terrains-là? Donc nos équipes cherchent en fait les solutions, les adaptent ensuite, qu'est-ce qui va marcher, est-ce que la batterie, est-ce que le panneau solaire, etc. Et puis ensuite ils arrivent sur place avec un lot de ces lampes et on va commencer à former les gens localement, à dire ok, on a trouvé une personne qui est vraiment l'entrepreneur qui veut commencer à distribuer ça. Ensuite, on va trouver des coopérations de femmes qui vont s'occuper de récolter de l'argent. Et donc, en fait, on met tout ce système en place pour qu'après, on se dise, OK, nous, on part, le système fonctionne. Ça, c'est la méthode Antenna. Et je pense que ça c'est assez unique dans le monde du développement. On voit dans ce monde pour aider les plus démunis, on voit vraiment une division entre le côté humanitaire et le côté développement. On voit beaucoup de gens qui arrivent avec des solutions, et puis ils se sentent bien parce qu'ils sont arrivés avec des solutions. Mais en fait, toute la partie du développement économique autour, c'est toute une autre, même aux Nations Unies, c'est des entités différentes qui s'occupent des deux. Et nous, on veut vraiment marier les deux. On veut que la solution humanitaire, la solution qui vient aider, soit pérenne, avec ce système de développement économique derrière. Alors, vous disiez tout à l'heure que Antenna déploie ses activités dans une vingtaine de pays, alors principalement en Afrique. En Afrique, en Inde, au Népal, il y a eu des projets au Bangladesh, il y a eu des projets, on a des projets au Brésil avec l'équipe médecine, mais je dirais oui, beaucoup en Afrique. Alors, est-ce que vous avez des relais sur place permanents ou est-ce que ce sont des activités ponctuelles de manière générale? Alors, tout ce qu'on fait a besoin de relais local. Donc, tout dépend de nos partenaires locaux. Et des fois, le ponctuel vient parce qu'il y a une opportunité par une organisation locale qui dit, voilà, moi je veux bien acheter X solutions pour pouvoir répondre à un projet à ce moment-là. Et puis bon, une fois que ça s'est terminé, ils n'ont plus besoin de nous. Et donc nous on se retire pour faire autre chose. Mais alors comment est-ce que vous choisissez en fait ces cibles? Comment toucher en fait les personnes concernées ou les villages concernés? Quelle est la manière de vous faire connaître? Très opportunistiquement, je dirais. Denis l'a toujours dit. En fait, on dépend des personnes et des bonnes personnes. Et vraiment, si on voit qu'il y a un environnement qui nous permet, parce qu'il y a quelqu'un là qui saura amener le projet plus loin, ou parce qu'il y a du financement qui se profile pour une région ou pour une solution particulière, ou parce que quelqu'un veut collaborer et mettre des gens à disposition pour quelque chose, alors je dirais, c'est vraiment là où il faut se concentrer, là où on a les ressources, qu'elles soient humaines ou financières. Et donc oui, on a tous ces partenaires locaux, et puis on a en fait des équipes plus renforcées dans certains pays, je dirais un partenariat plus renforcé depuis plus d'années dans certains pays plutôt que d'autres. Quels sont les pays où vous êtes le plus engagé?
Alors aujourd'hui, on, on a plusieurs choses qui se font au Cameroun et on veut utiliser par exemple ça pour profiter de faire plus. Au En Burkina, particulier la spiruline, vous faites pousser la spiruline aussi au Cameroun? alors toutes les activités autour des fermes de spiruline maintenant sont gérées par notre antenne sœur, si on peut dire, Antenne à France à Paris. Et donc, eux, ils suivent les différents projets de spiruline dans le monde qui ont été développés. Antenne France, donc c'est une succursale de... Elle est juridiquement indépendante qui suit en fait nos activités. Enfin, c'est un peu l'antenne nutrition de Antenna. Mais quels sont vos liens en fait? Vous avez des liens juridiques ou pas du tout? On n'a pas de lien juridique, mais on travaille ensemble et puis ils sont indépendants financièrement. Alors mais c'est aussi une émanation de Denis également? Ouais, ouais. Il y a eu une personne qui a monté ça à l'origine et qui a été une femme qui a vraiment tout monté ça et ça a été qui a quitté l'année passée ou cette année je crois. Et donc maintenant c'est en train d'être repris par la nouvelle équipe. Mais alors justement, lorsque deux noms avec des entités juridiques séparées existent, comment se passent les liens de collaboration? Alors, il y en a plus parce qu'on a Antenna Tinkiso, on a Antenna au Mali, on a même Antenna au Cambodge. Et donc juridiquement, et aucune de celles-là ont des liens, les entités n'ont pas de lien juridique. Exprès parce qu'on ne veut pas devoir être redevable en termes de la gestion légale ou financière de ces entités. C'est important pour nous de pouvoir... Aussi, un des choix que Denis a fait, c'est qu'on ne veut pas avoir d'expatriés. On travaille avec les locaux, on a nos personnes qui vont là-bas régulièrement, mais on ne veut pas prendre un risque en ayant des expatriés là-bas, si on peut dire. Par contre, est-ce que vous avez un label commun et je dirais Alors oui, aussi on a une mission commune. Mhm. Et puis, en effet, ils portent notre image, malgré tout. Donc, c'est nos antennes et on compte sur eux pour, en fait, être nos relais sur place. Alors justement, vous dites on compte sur eux. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez aucun moyen de coercition. Admettons que le nom d'Antenna soit un jour une des entités autres que celle de base se mette à faire des choses contraires aux intérêts d'Antenna. Vous n'auriez aucun moyen de vous retourner. Non, mais bon... on les a soutenus financièrement pour pouvoir en fait nous aider dans des projets. Donc, ils savent très et vous les bien, soutenez encore maintenant financièrement? certaines, et certains en fonction, je veux dire, pas toutes, mais les parties Antenna France, Cambodge, eux, ils gèrent. Nous, on soutient là où ça a un sens de les soutenir. Mm-hmm. Et donc régulièrement, oui, si on veut développer un nouveau projet école dans un pays ou un autre, ben on va se dire, ok, est-ce que toi, sur place, vous pouvez gérer cette partie-là? Et puis donc, le projet, il y aura du financement du projet qui va aller pour aider Ce seront nos antennes sur place, en fait. En Suisse, Antenna, c'est combien de personnes? Il y a une trentaine de personnes, dont à peu près 20 staff fixes à Genève. Qui sont à plein temps? Ils ne sont pas à plein temps, non. Non, ils sont pas... C'est assez intéressant, ça m'a beaucoup... Ça m'a fait sourire parce que beaucoup de jeunes, hein, je pense qu'on parle entre 25 et 35 ans, la majorité. Et en fait, ils ne sont pas nécessairement besoin de travailler à plein temps. Donc, on a un peu un mélange de différents pourcentages. Oui, et puis c'est une ONG qui n'a pas des gros sous non plus. Donc, finalement, ça marche assez bien pour nous aussi. Est-ce que c'est du semi-bénévolat ou est-ce qu'ils sont salariés? Ils sont salariés. Est-ce qu'on est dans quel pourcentage en moyenne? 50, 80% de temps de travail? Oui, je dirais par là. Ouais. Mm-hmm. Ça varie, je dirais plutôt autour des 80-70%. Est-ce que, alors vous êtes toute fraîche, vous avez commencé quand? J'ai commencé en septembre. En septembre, et là on est le 26 novembre, donc c'est vraiment encore frais. Mais est-ce que vous avez pu un peu percevoir les motivations des gens qui travaillent dans cette fondation? Est-ce que vous voyez un lien commun ou est-ce que les motivations vous paraissent très très divergentes au départ? Non, alors j'ai passé le premier mois ou voire les 6 premières semaines à faire rencontrer tout le monde un sur un, c'est-à-dire de passer 1 heure minimum avec chacun, pour vraiment comprendre les motivations, les blocages potentiels, les joies, les malheurs, les expériences, et puis aussi pour comprendre Antenna.
parce que j'avais bien compris que c'est le staff qui fait Antenna. Et puis aussi, ça m'a permis d'entendre la même histoire de façon différente et de me faire ma propre idée, parce que Denis aussi a son histoire, et c'est pas toujours la même comme le staff le voit eux-mêmes. Et donc pour moi, ça a été instrumental pour comprendre l'animal, hein. Et puis en effet, il y avait une ligne conductrice assez claire, c'est qu'avec la taille d'Antenna aujourd'hui, il y avait une demande de plus de transparence, de plus parce qu'on finit typiquement dans ce genre d'organisation qui grandit, travailler en silo, et puis finalement de penser qu'on sait ce que fait l'autre, mais pas vraiment de savoir, et puis en même temps, chacun fait un peu ses choses à sa sauce, et puis en fait, on ne partage pas tellement les méthodologies de l'un de l'autre, à moins que ce soit au café, puis que finalement on se parle du truc, mais il y a rien qui a été en fait imposé par la culture même de l'organisation. C'est-à-dire, on n'a pas dit, on fait des choses comme ça, et puis parce que c'est comme ça qu'il faut les faire. Et puis, en fait, ils ont été très self-taught, self-made. Et puis en même temps, ça a vraiment permis tous ces jeunes d'être très indépendants et très forts dans leur travail. Donc, ils sont très créatifs, ils ont peur de rien, ils veulent des sous pour un projet, ils n'ont pas peur d'aller les chercher, ils veulent... Vraiment, j'ai trouvé cette énergie très très forte, très riche. Et donc j'arrive dans une équipe qui est complètement autonome, mais qui demande quand même d'avoir quelqu'un qui vient mettre une cohérence, une cohésion, une harmonie dedans. Donc il y a réellement un rôle pour moi, mais en même temps, j'arrive pas dans un jardin d'enfants. Alors il y a des gens qui travaillent depuis longtemps dans cette fondation. Oui, il y en a plusieurs qui sont là depuis plus de 5 ans. Ouais. Est-ce que Et puis, il y en a pas qui auraient souhaité justement prendre la direction, au fond que la direction vienne de l'intérieur plutôt qu'on vienne chercher quelqu'un à l'extérieur? Je pense que les seuls qui auraient pu n'étaient pas nécessairement intéressés, c'était pas leur truc. Il y a eu quelqu'un qui est venu il y a quelques années pour aider vraiment à une phase très importante avec le programme Énergie et OIGN, qui a vraiment aidé ces deux équipes-là en particulier à se développer, à faire des décisions assez majeures par rapport à l'avancement des projets. Il n'est pas resté, il n'a pas été engagé pour prendre la place de Denis, mais il a été très important pour ces équipes-là. Et il est parti il y a 1 an à peu près. Et non, je n'étais pas en compétition avec quelqu'un en interne en tout cas. Alors, donc cette personne est partie et il n'y a pas eu de direction en fait entre-temps. Ça a toujours été Denis qui a... Ça a toujours été Denis, ouais. Alors, quand on connaît, et c'est un exemple quand même qu'on retrouve souvent, une personnalité très forte, qui est presque un peu le one-man show pendant longtemps, à un moment donné, on pense à la relève, ce qui se passe avec vous aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez l'impression qu'il va falloir, au fond, créer quelque chose de différent? Ou comment est-ce que vous avez envie de vous profiler par rapport à cet héritage marqué par Denis van der Weyden? Ouais, je pense que le plus gros défi dans cet exercice, pour Denis et pour moi, c'est de se survivre. C'est-à-dire que Denis me laisse prendre la place et que je sache la prendre. Vous avez l'impression que c'est difficile, cette passation, qu'il a du mal à lâcher, au fond? Oui et non, je pense que d'une façon, il a raison. Je suis très nouvelle dans cet écosystème. J'ai beaucoup à apprendre. En même temps... It's not rocket science, c'est pas très compliqué à voir ce qu'il y a à faire. Alors oui, d'un côté, je manque j'ai pas l'héritage du sujet, du domaine, évidemment de la richesse de ce que l'organisation a fait. En même temps, je pense que c'est quelque chose que je compte sur les équipes de faire et j'arrive à grandir assez vite avec ce que le reste, les autres m'éduquent en fait. C'est les équipes qui m'éduquent sur ce que je ne sais pas et je compte sur eux d'avoir ce rôle. Donc je pense que Denis va rester
vraiment dans les parties qui le fascinent le plus. C'est les parties, les nouvelles technologies, les nouvelles idées, les nouvelles solutions. Vraiment le côté incubateur, même avant ça, c'est-à-dire le côté pépinière d'idées. Il est très fort à ça et il sait très bien juger. Et donc c'est génial qu'il puisse en fait être présent et continuer à rester stimulé avec ça. Il a vraiment délégué la partie gestion de l'organisation, c'est-à-dire voilà, maintenant c'est toi qui gères les histoires de personnel, c'est toi qui gères, etc. En même temps, tout ce qu'il a fait, il a créé cette organisation sans avoir établi nécessairement un code particulier. Donc toute la finance, la gestion du personnel, tout ça, ça a été... Il n'y a pas de mode d'opération, il n'y a pas de système. Et donc en fait, pour que ceci puisse survivre, Denis, ou me survivre, il faut qu'on mette en place, il faut qu'on commence à écrire des choses, même aussi bêtes que là, il s'est lancé vraiment dans le manifesto de l'organisation. Oui, il faut le mettre noir sur blanc quelque part. Il faut qu'on commence à faire des règles, pas parce qu'on veut imposer des règles sur les équipes, parce que personne n'a envie de ça, mais parce qu'il faut les avoir quelque part. Et puis aussi au niveau de ne serait-ce que pour les faire évoluer aussi, ouais, d'ailleurs. Et puis aussi avec la finance et les budgets, il faut qu'on puisse regarder, réfléchir, projeter. Et puis finalement, la façon dont il a fait par nature, il a réussi à trouver, à mettre un peu, à faire, ah puis là on va donner, etc. C'est génial quand c'est lui qui tient tout dans les mains. Mais moi, je ne peux pas faire ça. On a l'impression que souvent que les créateurs, au fond, travaillent de manière très empirique et que finalement, il y a besoin à un moment donné d'une sorte de, j'allais dire, de théorisation ou de structure un peu. Est-ce que vous ressentez un peu ça dans le cadre d'Antenna avec l'exemple de Denis Van der Waal? S'il y a besoin de ça ou s'il Oui, a envie de ça? non, besoin. Alors, justement, au fond, ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent l'impression que les créateurs travaillent de manière, je dirais, intuitive et empirique, et qu'à un moment donné, il y a besoin d'une sorte de cadre, en fait. Alors, c'est très clair qu'il y a besoin de ça, mais lui, il est vraiment allergique à ça. Alors, ce qui est aussi une caractéristique des créateurs, hein, d'ailleurs. Alors lui, il ne veut surtout pas qu'on change. On a bien connu ça avec plein d'exemples. Julien connaît aussi ça. On en rencontre pas mal de ces gens qui ont justement ont du mal à ce qu'on théorise en quelque sorte autour et qu'on structure autour d'une... Et puis c'est difficile d'arriver avec des nouvelles idées parce que ou avec des changements de fonctionnement parce qu'a priori, il ne veut pas. Mais thank God, il a l'intelligence de se dire oui, bon, en fait, ouais, pourquoi pas, etc. Donc, il y a la marge de manœuvre, heureusement. Mais je pense que le gros avantage dans cette équation, dans le binôme Denis-Daria, c'est que moi, je ne sors pas d'un milieu cadré. Moi, je sors même d'un milieu purement créatif. Tous mes projets ont été de créer des choses qui n'existaient pas. Toute ma vie y compris. Et donc, en fait, je n'ai pas un canvas à suivre en particulier. Moi, je suis là pour prendre ce qui existe, essayer de l'organiser, de l'optimiser, de le rendre efficient, efficace, en gardant toute sa richesse et sa complexité. Qu'est-ce qui pêche le plus en ce moment dans cette fondation ? Qu'est-ce qui pêche dans le sens négatif ? Négatif, oui. Oui, on parlera de la bonne pêche après. Non, mais qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui le plus négatif ? Je pense que c'est une certaine cohérence. Il y a un besoin de cohérence face à l'extérieur. Je pense qu'il y a aussi un besoin de cohérence en interne, mais bon, l'équipe n'est pas assez grande, je veux dire, pour que ce soit encore un problème. Mais je pense que face à l'extérieur, si on veut pouvoir, pas nécessairement grandir en taille, mais grandir en impact et pouvoir faire plus, il faut pouvoir faire mieux. Et pour ça, il faut que ce soit très clair ce qu'on fait. Et puis, il faut que nos méthodes et nos process, comment est-ce qu'on arrive à ce qu'on fait, comment est-ce qu'on arrive à avoir de l'impact, qu'est-ce que c'est que cet impact, il faut pouvoir raconter ça correctement. Comment est-ce que vous communiquez, en fait, de manière générale ? Alors aujourd'hui, on a un rapport annuel, on a une newsletter plusieurs fois par année, une grande présence à travers notre chef de communication sur les réseaux sociaux. Donc on est en fait, on n'est pas connu,
vraiment en dehors de la Suisse, et encore beaucoup de gens en Suisse nous disent qu'ils ne nous connaissent pas. Beaucoup s'est fait en français, en fait, ça m'a assez étonnée. Je pense un peu historique, les personnes qui étaient à bord étaient peut-être moins à l'aise en anglais. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on peut plus naviguer qu'en français. Il faut, à la limite, que la langue de base soit l'anglais et qu'ensuite on passe au français là où c'est nécessaire. Donc il y a des choses comme ça. En fait, il faut vivre dans le jour d'aujourd'hui. Il faut en fait trouver qui sont les acteurs clés avec qui on veut être, pour une question de crédibilité, mais aussi pour une question d'efficacité dans ce qu'on fait. Et pour ça, il faut qu'on puisse se raconter nous-mêmes d'une façon claire, et que tout le monde ait le même langage, et que tout le monde l'ait compris aussi. C'est-à-dire que le qui nous sommes, au-delà de nous sommes là pour aider les plus démunis avec des solutions, ça on sait, ça c'est pas la partie compliquée. Mais qu'est-ce qui nous différencie des autres ? Parce qu'il y a plein de gens qui font plein de choses pour les plus démunis. Il y a des solutions, des technologies, etc. Mais nous, on a une vraie valeur ajoutée à travers ce cycle d'incubation, pilote et déploiement. Et ça, il faut qu'on puisse pas seulement le raconter, mais le montrer. Vraiment. C'est pas très compliqué, mais il faut faire cet exercice, à mon avis. Si l'on devait quantifier les efforts, d'une part, de recherche et de solutions technologiques, et d'autre part, sur place, sur le terrain, l'analyse des besoins et je dirais de l'efficacité de ces nouvelles techniques, comment est-ce que vous évalueriez vos efforts? Qu'est-ce qui est, je dirais, le volume le plus important entre les deux? Entre les besoins... Entre la recherche de solutions que l'on peut faire ici, autrement dit, tout ce qui peut se faire ici ou en Europe, et l'application, la recherche des applications sur place dans les pays justement les plus démunis. Alors, est-ce qu'il y a des applications dans les pays plus démunis pour les pays plus démunis? Alors, bon, les solutions, je dirais aujourd'hui. Les solutions, a priori, et je suis d'accord avec Denis là-dessus, a priori, il y a des solutions qui ont été probablement inventées pour tous les besoins. C'est une question de les trouver. Qui c'est qui les a déjà développées? Et ça, mine de rien, c'est pas trivial. Il n'y a pas vraiment... Il y a peu d'endroits... Et je veux dire, on peut aller justement vers nos collègues de l'EPFL ou aller vers d'autres institutions, le PFZ, ok, qui c'est qui a bricolé quelque chose pour les métaux lourds? Mais d'une entité à l'autre, ils ne le savent pas nécessairement. La richesse d'aujourd'hui, c'est parce que grâce à l'Internet, on peut chercher où existent ces solutions, et peut-être c'est quelqu'un à Singapour qui a en fait bricolé ce petit truc, et puis qu'il a déjà fait toute la due diligence, tout l'exercice technologique, etc. Génial, on ne va pas le réinventer. On va aller travailler ou proposer, ou même voir acheter cette solution pour l'adapter. Et par contre, on a un des projets qu'on a en cours, c'est de développer une plateforme en ligne qui serait en fait une pépinière de ces solutions. Un projet qui s'appelle Altadeva, qui a été commencé par un scientifique en France, qui l'idée c'est, ok, tout ce qui existe, mettons-le en ligne. Donc c'est comme une plateforme ouverte, et si quelqu'un a une solution, upload, et si quelqu'un cherche une solution, tiens, voilà, c'est peut-être ça que je peux utiliser. Pour nous, ce serait extrêmement utile d'avoir quelque chose comme ça, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Donc ça fait partie des projets qu'il faut absolument qu'on développe aussi. Qui semble effectivement très très important. Alors, parlons maintenant des points forts de ce qui aujourd'hui vous paraît le plus positif à Antenna en 2018. Alors je pense que la vraie force d'Antenna, c'est d'avoir 30 ans l'année prochaine, et d'avoir vraiment un track record, vraiment un tracé prouvé par rapport à la réussite de ces solutions. Ok, peut-être c'est pas énorme, peut-être c'est pas connu dans le monde entier, mais il y a réellement en fait une preuve de concept qui a été faite. La méthode, c'est-à-dire de s'assurer que
que la solution fonctionne sur le terrain, qu'il soit accepté socialement, économiquement, qu'on puisse le déployer par la suite. Ça, c'est une vraie... Quand j'ai l'occasion d'en parler dans des cercles, typiquement les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies à New York chaque année, où on retrouve tous les grands politiques, industriels, etc. Nous, on est vraiment dans l'arène des petits, et là, c'est l'arène des grands. Mais en fait, on a vraiment, avec, je dirais, cette méthodologie, quelque chose qui a un écho vers les grands. Ah, tiens, en effet, tout le monde réalise qu'en fait, beaucoup des solutions arrivent et sont laissées pour compte, et qu'en fait, elles sont pas durables dans leur efficacité et leur impact. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Il faut qu'on le nourrisse, et il faut aussi qu'on s'assure qu'on soit, comme je disais avant, cohérent, et qu'on continue à s'assurer que tout ce qu'on fait suit cette chaîne. Parce que c'est facile de se dire, ah tiens, oui, on fait un truc, ah bon, ben, ok, on met ça de côté, parce qu'en fait, on a une équipe avec des compétences variées, et puis maintenant, je pense qu'on peut vraiment renforcer les compétences en interne par rapport à toute cette chaîne. Comme nouvelle directrice, vous avez, je pense, quelques visions de ce que vous aimeriez faire, un programme que vous êtes en train d'établir. Maintenant, vous l'avez dit, déjà comprendre qui sont les gens avec qui vous travaillez, quels sont les programmes qui ont été faits. Et je pense déjà maintenant, vous êtes en train d'avoir une ligne devant vous de ce que vous aimeriez. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être me définir un peu le programme que vous êtes en train d'élaborer, l'ambition que vous êtes en train de développer? Oui, alors ce que je veux pouvoir faire, et on a vraiment commencé à faire ça assez rapidement avec les équipes. Quand je parle des équipes, je pense au programme, c'est-à-dire thématiques autour de l'eau et l'hygiène, la nutrition, l'agroécologie, médecine et énergie. C'est de vraiment réfléchir avec eux comment mesurer le succès de l'exercice qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que je ne parle pas nécessairement de l'impact, mais qu'est-ce qu'on appelle le succès d'un projet? C'est-à-dire, pour moi, à quel moment est-ce qu'on est prêt à sortir du projet et qu'on considère qu'il est pérenne? Et donc, de faire cet exercice avec chacun pour que notre succès Antenna soit beaucoup plus, je dirais, comme entité. Il y aura en fait des succès très différents par rapport au domaine. Avec nos projets autour de la médecine, c'est des médecines, en fait, on regarde les plantes locales, comment est-ce qu'elles arrivent comme des solutions à différentes problématiques de santé. On ne va pas nécessairement développer de l'entrepreneuriat local derrière ça, mais si l'OMS dit en effet, on reconnaît que l'hibiscus, c'est en effet la solution pour l'hypertension, bingo, on a gagné parce que ça permet en fait de valider quelque chose qui en va ensuite pouvoir être une solution pérenne. Dans d'autres cas, ce sera, ok, on a compris le système de l'entrepreneur, les coopératives de femmes, pour pouvoir ensuite continuer à vendre ces lampes solaires indépendamment. Donc en fait, je pense que c'est très important, c'est de réaliser la différence du succès, mais qu'entre nous, on mette ça comme notre objectif. Et pour ça, il faut de l'aide transversale dans les équipes, c'est-à-dire il faut des personnes qui puissent en fait aider les équipes à travers ces différentes étapes. Donc c'est ce que je suis en train de mettre en place avec maintenant quelques personnes d'une façon transversale pour faire cet accompagnement par équipe, pour qu'on puisse amener ces petits wagons vers l'avant, vers le succès. Et pour ça, en même temps, l'exercice, c'est de dire, ok, qu'est-ce qu'un projet a besoin pour arriver là où il doit arriver? C'est-à-dire, est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question de personnes? Est-ce que c'est de compétences? Et en fait, quels sont les manques dans le développement d'un projet? Et si le problème c'est l'argent, on dit ok, mais enfin comment est-ce qu'on va trouver l'argent et comment est-ce que beaucoup de gens pensent souvent que le problème c'est l'argent, mais souvent on peut en fait résoudre cette problématique en s'équipant autrement. C'est-à-dire que souvent ce qui nous manque c'est des compétences, des forces externes, des partenaires pour faire quelque chose.
Et on ne peut pas aller chercher les partenaires ou même chercher de l'argent sans avoir vraiment compris quels sont les besoins. Et donc, les équipes qui sont fortes à aller exprimer leurs besoins et chercher de l'aide n'ont pas toujours l'opportunité de se poser la question « Qu'est-ce que c'est que vraiment j'ai besoin pour pouvoir évoluer là où on a dit qu'on va évoluer ?» Et donc, il y a cet exercice en interne à faire. Et puis en externe, d'aller justement maintenant rencontrer les différentes entités ou personnes clés qui vont nous aider à nous porter au-delà de là où on est aujourd'hui. Une même technologie va avoir un impact très différent suivant les personnes qui vont l'utiliser, quant à leur méthode de travail, quant à leur rythme de travail. On sait par exemple que on n'appréhende pas le travail dans son rythme de manière aussi soutenue, par exemple en Afrique, de manière générale que dans les pays du Nord. Donc une même technologie qui pourrait paraître efficace en pays du Nord le sera peut-être beaucoup moins dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Est-ce que vos recherches aussi s'appliquent à savoir comment utiliser une technologie en fonction des habitudes de travail? Oui, là c'est l'acceptation culturelle d'une solution. Parce que justement, parce que souvent absolument. on arrive un peu avec, je dirais sans le vouloir parfois, mais quand même, il reste quand même toujours cette manière, je dirais, des pays industrialisés d'exporter leur vision technologique, alors qu'en fait, les rythmes de travail, la manière d'appréhender cette technologie est souvent très différente. Non, et ça c'est une des conditions de base d'Antenna, et je veux dire que Denis a vraiment ancré ça très clairement et je le soutiens absolument. C'est vraiment ça qu'il faut arrêter, ce côté d'assistanat, parce qu'on arrive avec une solution parce que nous l'avons pensée et on est convaincu que c'est la bonne pour vous. Et puis en fait, soit elle n'est pas adaptée techniquement et qu'elle casse et qu'il n'y a pas moyen de la réparer et qu'elle finit par pas être utilisée, soit culturellement elle n'est pas acceptée parce qu'on n'a juste pas pensé qu'en fait telle chose vexerait ou ne serait pas utilisée par les femmes ou les enfants ou Dieu sait quoi, et qu'en fait elles sont... Donc ça c'est vraiment... Et ça on voit énormément dans le travail, dans le développement aujourd'hui. On voit beaucoup d'entités qui se posent, qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui sont satisfaits parce qu'ils ont aidé, mais en fait ils n'ont pas fait cette due diligence de terrain. Et ça, c'est vraiment une des forces d'Antenna, c'est de s'assurer qu'il y a la due diligence terrain qui dit oui, ça marche, oui, c'est accepté. Et donc, un peu ces trois filtres que j'appelle technologique, social et économique. C'est-à-dire que ça va rester, ça va être accepté et ça fonctionne. Comment est-ce que vous envisagez en fait d'aller quérir ce type d'informations? Est-ce que vous allez vous-même tenter de comprendre ce qui se passe sur place, ou est-ce que vous enverrez des personnes de chez vous, voire même travailler avec des correspondants? Oui, alors les équipes aujourd'hui le font, sont sur place régulièrement. J'ai des collègues aujourd'hui au Cameroun, au Mali, au Madagascar. Je vais moi-même au Cameroun à la fin de la semaine pour visiter le terrain. Non, il faut absolument... Donc, les équipes chez nous sont les premiers à savoir ou à savoir s'informer. Donc, c'est vraiment leur responsabilité de pouvoir dire ça passe ou ça passe pas. Et puis, ils ont des relais terrain partout qui sont là pour en fait valider ou répondre là où ils ne savent pas eux-mêmes. Pour moi-même, alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de compter sur eux pour me dire ah ben non. Puis en même temps, on comprend assez vite là où certaines choses sont assez évidentes, et puis d'autres, ben il faut aller le voir soi-même pour pouvoir vraiment le comprendre. Donc j'ai l'intention de visiter régulièrement les différents endroits pour aussi montrer notre engagement et notre volonté de continuer avec ces partenaires locaux. Daria Robinson, vous avez un parcours fait de tranches comme ça bien nettes, et vous en avez fait un nombre assez extraordinaire d'actions et d'engagements. Aujourd'hui, Antenna, pour vous, c'est un projet que vous imaginez sur quelques années, encore une tranche de vie, de 5 ans, disons, est-ce que vous pourriez imaginer d'y être pour de très nombreuses années? Ce qui est particulier avec Antenna, c'est que j'ai l'impression que je ne vais jamais m'ennuyer.
de mes caractéristiques, c'est vraiment d'être entrée dans des projets, d'avoir pu créer des projets et d'être très stimulée par cette phase, je dirais, nouvelle, ou ce côté, je dirais, de mise en place de quelque chose. Et c'est vrai qu'une fois que les choses sont mises en place, je me suis dit, ok, bah, très bien, quelqu'un d'autre peut s'occuper de la mise en place, ou est la prochaine chose à créer, ou à évoluer, Mais je pense qu'avec Antenna, c'était une des choses qui m'a attirée en venant, c'est-à-dire, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire là, mais le paquet de cartes qu'on me donne est extrêmement riche. Et donc, vraiment, c'est un plaisir de pouvoir entrer là-dedans et faire ça. Mais je pense qu'à long terme, je pense qu'on peut continuer à faire des choses et à évoluer et à créer. Donc, je n'ai pas d'agenda pour le court ou pour le long. Je me réjouis de voir où tout ça me mène. Alors Nicolas, votre fils aura bientôt 20 ans, hein, il approche les 20 ans. Et comment est-ce qu'il vous perçoit dans votre nouvelle fonction? Est-ce que vous en avez parlé avec Ah oui, lui? absolument. Qu'est-ce qu'il dit de cette nouvelle fonction? Il était adorable. Il m'a soutenu. Il m'a dit, mais c'est pas vrai, maman. Oh, c'est génial, tu vas faire ça, c'est incroyable. Et je pense il admire et en même temps, il me ressemble beaucoup dans ce sens-là il a énormément d'énergie à donner pour construire et créer. Et il dit toujours que je l'inspire, mais il m'inspire aussi beaucoup lui. Il a tout un côté artistique et on retrouve beaucoup ça dans son écriture et dans sa peinture et dans ses films, etc. Donc il a des outlets, il a des sorties pour exprimer ça. Euh, donc oui, c'est magnifique d'avoir quelqu'un qui comprend et qui est intéressé, qui est passionné par ce qu'on fait. Alors, il y a beaucoup d'interviews que nous avons faites qui sont des bilans de carrière, de gens qui décrivent au fond un parcours riche. Ce qui est formidable avec vous, Daria Robinson, c'est qu'on parcourt une existence déjà riche, sachant qu'elle va continuer à être riche encore. On est au plein cours de votre existence et j'aime bien cette idée de capter un portrait de quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à faire. Tous mes voeux pour la suite et certainement qu'on aura l'occasion de vous revoir. Merci beaucoup à vous.